Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Oh là, un petit peu recadré. J'ai un petit peu recadré. Comment allez-vous? Alors bonsoir Spooky, bien sûr. Premier sur le pont, Robo Sensei, Mister HS et Fincher. Écoutez, et ceux qui nous écoutent aussi sans se manifester. Merci beaucoup d'être là pour parler de 3 films ce soir. Alors Robo Sensei, tu dis c'est la galère demain pour ceux qui prennent le RER en région parisienne. Et oui, je sens que je vais... C'est comme on peut le constater, je suis
chez mes colocs. Et je dois bouger demain, et ça va être compliqué. Voilà. Ton chat déteste définitivement cet écran d'attente, Spooky. Écoute, je suis désolée, mais je pense qu'il va finir par l'aimer, à force d'habitude. Ça va venir, je pense. Fincher, tu dis c'est marrant, j'ai fini la vidéo Planète des singes il y a 20 minutes et c'est très cool. Ah, merci Fincher, ça me fait plaisir parce que cette vidéo, elle m'a valu pas mal de... Comment dire, de messages pas très cordiaux en commentaire ou sur Twitter, parce que j'ai osé dire que... Enfin, comment dire, j'ai osé dire que je trouvais pas incroyable la manière dont le film nous faisait passer le discours pro-armes de Charlton Heston à travers son caméo. Et il y a des gens qui ont beaucoup mal pris que je puisse dire des choses pas extrêmement positives sur Charlton Heston et sur le port d'armes. Voilà, c'est ma coloc derrière. Bonjour. et comment dire, donc oui, sur le port d'armes, et donc ouais, les gens l'ont mal pris, ce que j'ai quand même trouvé regrettable. Il y en a aussi beaucoup qui m'ont insulté de débile parce que j'ai dit que Charlton Heston, qui incarne un méchant qui incarne un singe, et notamment un méchant singe dans La Planète des singes de Tim Burton, tient un discours selon lequel il dit que les armes ne doivent absolument pas tomber entre les mains des humains parce que ça les rend dangereux, et que donc avec des armes ils vont être capables de se défendre et de regagner leur liberté. Et du coup les gens pensent que c'est un discours anti-armes, alors qu'il est dans la peau du méchant qui dit qu'il faut pas que les humains gagnent leur liberté. Donc voilà, et je me fais traiter d'imbécile pour ça du coup. Donc bref, ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même 2-3 personnes qui aiment bien cette vidéo. Voilà, ça fait plaisir, parce que ouais, c'était un sujet important pour moi, donc voilà. Salut Netsa. On s'en fiche des connards, même si on est entouré de plus en plus, et elle est bien ta vidéo, c'est tout. Bah, écoute, merci beaucoup Robo Sensei. Salut Betty Chanel. Écoutez, alors donc ce soir on va faire un stream, il va faire la même durée que les autres streams ciné, mais du coup on va passer un peu plus rapidement sur les films parce qu'il va falloir traiter 2-3 films. J'essaye de protéger la vie privée de ma collègue. Attendez, je me tourne un peu comme ça. Ouais, voilà, alors la cartouche de clope du coup c'est pas la mienne, hein. C'est vraiment une amie qui l'a ramenée pour d'autres gens. Bref, donc on va parler de 3 films. La Morsure, enfin on va commencer par Rokia, ensuite La Morsure et ensuite When Evil Lurks, qui sont 3 films qui sont sortis mercredi dernier, donc j'espère que vous avez eu le temps de voir soit les 3 éventuellement pour les plus chanceux d'entre vous, soit 1 ou 2, en fonction de ce qui vous aura fait envie. Mais t'inquiète, hein, Betty, tu as le droit de rester. Hein. Ok, pas de soucis. Et, et donc on va parler de ces 3 films, et donc forcément on va passer un peu moins de temps sur chaque film pour qu'on ait le temps de parler de tout cela, parce que dans un monde idéal, j'aurais bien voulu consacrer un stream à chacun, mais voilà, il y a des moments où il y a absolument aucune sortie intéressante en film de genre, et il y a des moments où tous les films de genre intéressants sortent en même temps, et du coup là si je voulais avoir le temps de tous les traiter, il fallait bien que je le fasse un petit peu en même temps. Merci pour mon sweat. Écoute, je l'ai acheté sur Vinted, c'est une ancienne collection Halloween H&M, voilà. Et ce qui est très cool, c'est que le contour des os, il brille dans le noir. Bref. Alors, ouais, il y en a qui ont déjà lu mes critiques. Du coup, c'est vrai que j'ai fait la critique de Rokia et de La Morsure sur écran large. Donc là, il y a des choses que je vais redire, bien sûr, mais là, on va pouvoir en discuter, on va pouvoir échanger. Et la critique de When Evil Lurks, c'est Mathieu qui l'a faite. Je vous conseille évidemment d'aller la lire, surtout que Mathieu adore ce genre de cinéma et qu'il a quand même vraiment bien aimé le film. Donc voilà, il en parle avec passion. Salut Iwan. Enfin, je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Donc aussi, autre chose, d'ailleurs on va commencer par ça, c'est que j'ai des places à vous faire gagner pour When Evil Lurks grâce à Shadows qui me met des places à disposition. Donc j'ai 5 fois 2 places à vous faire gagner, donc c'est-à-dire que 5 personnes vont gagner et ces 5 personnes auront chacune 2 places pour pouvoir inviter quelqu'un au cinéma, et donc ce sont des places pour aller voir When Evil Lurks. Et donc pour vous faire gagner ces places, j'ai tout simplement prévu de vous poser des questions, et la première personne qui répond correctement dans le chat a gagné une place, enfin 2 places du coup. Et ce sont des questions basées sur mes streams en fait. Pas sur moi, pas sur les anecdotes de ma vie privée que je raconte en stream bien sûr, mais sur les choses qu'on a faites en stream ou qu'on a dites en stream pour favoriser un peu les gens qui sont fidèles au poste, on va dire, et qui sont abonnés, etc. Donc,
Qu'est-ce que je voulais dire? Comme j'ai 5 places à vous faire gagner, je vais déjà commencer par vous en faire gagner une maintenant. Et je me débrouillerai, enfin deux, je veux dire un couple, une paire de places. Je me débrouillerai pour les faire gagner avant d'arriver à When Evil Lurks, que je vais traiter en dernier. Comme ça, les gens du coup qui gagnent des places pour peut-être aller découvrir le film n'auront pas à se faire spoiler. Du coup, pourront partir avant la fin du live, avant qu'on passe à When Evil Lurks. Donc, mais absolument, Mystery Chess, tu as peut-être bien fait. Donc on va commencer par une première question. Et voilà, encore une fois, il y aura 5 questions dans le stream, donc là ce n'est que la première. Donc voilà, notamment vous allez pouvoir y répondre si vous avez assisté à ma watch party, à la watch party qu'on a faite vendredi soir, vendredi dernier, sur le film Wessera. Mais la question est toute simple. Wessera, c'est un film de quelle nationalité? La première personne qui répond a gagné. Et évidemment, si voir When Evil Lurks au cinéma ne vous intéresse pas, ne répondez pas du coup. Bravo Fincher, absolument. C'est Fincher qui a répondu en premier. Bravo Robo Sensei, mais bravo tous les gens qui répondent correctement. Mais c'est Fincher qui a gagné. C'est Fincher. Hop, je note ça. Hop, très bien. Après, je vous contacterai pour que vous me donniez vos noms et adresses, que je les transmette à Shadows, qui puisse ensuite vous envoyer vos places. Voilà, bah écoute, bravo, première victoire pour ce live, impressionnant. Il y en aura donc 4 autres à suivre, sachant que Fincher, du coup, maintenant que tu as déjà gagné, peut-être la prochaine fois, enfin, du coup, tu laisseras les autres répondre, enfin, ça me semble logique. Une même personne ne va pas gagner deux fois les places. Salaud, chut, salaud. J'ai dit salaud au lieu de salut. Au secours. Pardon, je voulais dire salut, bien évidemment, je n'ai absolument rien contre toi. Je ne suis pas là pour t'insulter. En tout cas, merci d'être là, chut. Et non, mais bravo, Fincher. Euh, Bah écoute, c'est bien, Robo Sensei, je saurais que tu as brillamment su répondre à la question. Bref, on va commencer par attaquer le premier film, parce qu'il est temps. Et donc, ce premier film, c'est Rokia. Alors, que je vous mette, voilà, mon petit diaporama. Donc, Rokia, pour vous placer un petit peu le contexte, déjà en arabe, c'est un mot qui évoque, alors je n'ai pas bien compris exactement à quoi correspond la notion de Rokia enfin de manière très précise, mais ça désigne quelque chose enfin une discipline qui appartient à ce qu'on appelle la médecine prophétique. Alors j'y connais pas grand chose, mais justement il en est beaucoup question dans le film. Donc c'est un film réalisé par Saïd Tibia, pardon, putain je vais y arriver. C'est son premier film, son premier long métrage de fiction. L'héroïne, qui s'appelle Nour, est jouée par Golshifteh Farahani. On y trouve aussi Jérémy Ferrari, dont c'est le premier rôle au cinéma, et Denis Lavant, voilà, second couteau célèbre des films d'auteurs français. Et alors, donc, pour vous donner le petit résumé que l'on trouve sur Internet, hein, tout simplement, mais pour qu'on soit tous à la page, donc ça raconte l'histoire de Nour, qui est une femme qui vit de la contrebande d'animaux exotiques et de produits illicites. Elle crée une application mobile qui met en relation des clients avec des marabouts, mais lorsque la consultation d'un utilisateur prend une tournure tragique, sa vie et celle de son fils sont en jeu. Donc, c'est un film qui a une intention au départ qui évidemment me plaît beaucoup, parce que c'est l'histoire tout simplement d'une chasse aux sorcières, comme c'est annoncé dans la promo du film, hein, sur l'affiche et tout, une chasse aux sorcières moderne et urbaine, où en fait tout le scénario va être basé sur la reproduction, l'étude et la reproduction des mécanismes essentiellement misogynes, mais là racistes aussi par moments, qui vont mener à la traque d'une femme, tout simplement, une femme identifiée comme sorcière, que ce soit vraiment au premier degré ou moins, mais voilà, et c'est intéressant que ça arrive maintenant, parce que Spooky Pimous, tu dis, oui, absolument, Golshifteh Farahani, immense dame indépendamment du film, c'est vrai que, d'ailleurs, c'est vraiment l'attrait principal du film, c'est elle. Non seulement je pense qu'elle est sa plus grande qualité, et c'est absolument pas dénigrant pour le film de dire ça, parce que c'est hyper important la qualité des interprètes qu'on a dans un film, surtout un film comme ça qui est vraiment centré sur un personnage qui va être là dans tous les plans. Golshifteh Farahani, elle est géniale, et c'est une nana qui est hyper engagée du coup pour le droit des femmes dans son pays d'origine, donc l'Iran, dont elle est elle-même bannie, hein, et voilà, qui est en parallèle de son métier d'actrice, essaie vraiment de faire bouger les choses à un niveau politique, que ce soit dans le cinéma ou ailleurs, et donc notamment, évidemment, que ces derniers temps, ces derniers mois, dernières années, elle soutient particulièrement la révolte des femmes en Iran, qui se font quand même massacrer, parfois pour refus de porter le voile. Voilà.
Donc c'est une actrice qu'on a toujours plaisir à voir. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai eu l'immense honneur de travailler sur un tournage sur lequel elle était. Une fois, j'ai mangé à côté d'elle à la cantine. Une fois, j'ai même dû aller la chercher dans sa caravane. C'était stylé. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Donc, je trouve que le point de départ du film, de faire cette chasse aux sorcières, enfin de représenter cette chasse aux sorcières moderne, avec vraiment toute une esthétique qu'on pourrait imaginer dans un film qui reproduit une image de chasse aux sorcières au Moyen-Âge, même si c'est un peu une fausse idée, les chasses aux sorcières du Moyen-Âge, mais plutôt à la Renaissance, de vraiment avoir des villageois avec des torches et des fourches. Simplement, là, bah, c'est vraiment la même idée, hein. D'ailleurs, là, on voit sur la photo qu'à un moment donné, le personnage fait face à du feu. C'est évidemment l'une des armes qui est employée contre elle, et donc c'est classique dans l'imagerie de la sorcière. Euh, et là, on va vraiment avoir une représentation de foule, alors de foule, de petites foules, au cœur des cités, de personnes qui vont la traquer et qui, au lieu de brandir des fourches et des torches, vont brandir différentes armes et surtout, notamment, des portables sur lesquels, en fait, les images et la haine de ce personnage vont être reliées sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, qui va être une arme en soi dans le film, comme la rumeur pouvait l'être au Moyen Âge, à la Renaissance, enfin comme elle l'est aujourd'hui maintenant aussi de toute manière, mais voilà, colportée par les réseaux. Et donc je trouve que c'est une intention hyper intéressante et que le film réussit vraiment à reproduire, enfin à rendre de manière assez limpide. C'est-à-dire qu'encore une fois, voilà, les mécaniques que le scénario avance sur la misogynie qui se met en place parce qu'on est sur un personnage de femme qui est menacée vis-à-vis de la garde de son fils parce que elle gagne mal sa vie, mais parce qu'on sait aussi que du coup la catégorie de population qui correspond aux femmes non blanches est la catégorie la plus pauvre en France. Donc elle gagne sa vie de manière pas très honnête, mais comme elle gagne mal sa vie justement, et en plus de manière pas très honnête, aussi sans doute parce qu'elle n'a pas hyper le luxe de pouvoir bien la gagner de manière honnête, la garde de son fils est menacée en fait par son père, qui est a priori donc qui est l'ex de Nour et qui est un homme violent clairement, et qui lui fait du chantage, qui refuse de lui verser une pension alimentaire, etc., etc. Et donc en fait, comme il y a cette espèce de logique sexiste déjà à la base de ce problème, donc qui est aussi bien la place des femmes non blanches dans la société, leur place dans l'économie, et le manque de crédibilité face à un père qui est blanc et qui est demandeur du coup de la garde de son fils, etc. À partir de ce début, il y a toute la spirale qui va se mettre en place de tous les préjugés et de toutes les logiques sexistes qui vont s'auto-alimenter pour arriver à avoir en fait tout un groupe de personnes, essentiellement d'hommes mais pas que, qui veulent complètement tuer une femme, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Spooky, tu dis que Golshifteh Farahani, du coup, elle a donné un entretien d'1 heure pour Blast. Ah, il faut que je le regarde, j'ai pas vu ça, je crois. Interviewée par Salomé Saké en plus, ah bah oui, bah alors forcément, ça doit être topissime. Mister Hitchet, tu nous dis les scènes en vue TikTok, je trouve que c'est intéressant niveau mise en scène, mais quelquefois ça m'a fait sortir du film. Ouais, en fait, c'est pas un aspect. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant et que c'est difficile aujourd'hui de pas intégrer forcément le paramètre réseaux sociaux dans ces films, dans ce type de film. Il faut le faire et en même temps, c'est vrai que ça. En fait, c'est rarement bien fait, c'est rarement facile la manière d'intégrer comment dire, la mise en scène, enfin le cadre réseau social vraiment dans un cadre de cinéma. C'est pas facile à faire, c'est rarement élégant. Là, je trouve pas que ce soit, ouais, je sais pas. Je trouve pas que ce soit complètement raté, je trouve pas que ce soit complètement réussi non plus, parce qu'il y a une recherche un peu de naturalisme, et en même temps, oui, on change de ratio d'image, on est un peu dans comme on voit bien que c'est pas des vrais réseaux non plus, enfin que, en fait, il y a une difficulté à rendre dans un cadre aussi naturaliste du réseau social, quelque chose qui est malgré tout de la fiction, même si c'est bien joué, même si c'est mis en scène, il y a à un moment donné, parfois, par moment, des choses qui collent pas tout à fait. Je suis un peu d'accord. Je trouve pas que ce soit un énorme problème du film, mais je suis à peu près d'accord. Et donc je continue un petit peu d'abord sur les choses positives, parce que donc c'est un film que j'ai moyennement aimé, mais qui a vraiment des qualités qui méritent d'être soulignées. Donc je vais d'abord me concentrer là-dessus. Donc voilà, je trouve que l'intention du film est hyper louable et qu'elle est très claire dans le film et qu'elle est bien exprimée à plein de moments. Euh, donc ouais, les réseaux sociaux, j'ai dit ah oui, puis l'indifférence des gens aussi, parce qu'à un moment donné, il est question quand même en fait, cette femme qui se fait traquer par tout le monde, aux yeux et enfin, au su de tous,
grâce aux vidéos TikTok, on sait que cette femme est la cible vraiment d'une véritable chasse aux sorcières, et en même temps, personne ne vient la protéger, personne ne lui vient en aide d'une manière ou d'une autre, et tout ça est très très bien symbolisé dans une scène où en fait, elle vient de se faire voler son fils, kidnapper son fils par une bande d'individus dans les couloirs du métro, et ces mêmes individus lui cassent la gueule, et elle se retrouve par terre. Mais tout le monde a vu la scène, hein. Et il y a une nana qui arrive, qui passe juste une passante, et vraiment, elle lève pas les yeux de son portable, et il y a Goldshifter, enfin Nour du coup, qui est allongée par terre, dans son sang et tout, et juste elle fait un petit écart de genre, je m'éloigne un peu, mais je lève pas les yeux de mon portable, en mode j'ai pas vu ce qui se passe, je veux pas savoir, et qui continue son chemin. Et cette image, je l'ai trouvée hyper efficace. C'est bateau, hein, de dire qu'aujourd'hui, plus personne n'en a rien à foutre de personne, et qu'on passe son chemin et qu'on vient pas en aide à son prochain, mais il n'empêche que j'ai trouvé ça extrêmement efficace comme manière de le représenter. Salut Dragoral, bienvenue sur ce chat. Hello Betrave Patate, bienvenue sur ce chat également. Merci d'être ici. Donc ça fait partie des choses que j'ai trouvé très bien faites dans le film. Et il y a un truc que j'ai trouvé notamment, comment dire, assez brillant dans la manière de représenter le personnage de Nour. Ça se passe surtout au début du film. C'est-à-dire que quand le film commence, je répète encore une fois, on est sur un live incluant des spoilers, hein, mais là, bon, c'est le début du film. Au tout début du film, on découvre son personnage, elle est à l'aéroport, elle essaye de passer le portail de sécurité, et en fait... Excusez-moi, Oh non, j'ai fait tomber des bouquins. Je ramasserai après. Elle essaye de passer le portail de sécurité, et en fait, les agents de sécurité voient au scan qu'a priori, elle a... Enfin non, d'ailleurs, elle le voit pas au scan. Ils voient quelque chose bouger sous son manteau, donc au moment où elle allait pouvoir passer en toute sécurité, en fait, finalement, ils décident de l'emmener dans leur bureau pour lui demander ce qu'elle cache, et il y a ce moment, du coup, où elle se lève, et elle ouvre son grand manteau, avec un air très fier, très majestueux, puis voilà, avec la plastique de Golshifteh Farahani. Et en fait, sous son manteau, elle a plein d'animaux de contrebande, en fait. D'animaux exotiques, donc comme je le disais dans le résumé, elle gagne sa vie avec le trafic d'animaux exotiques. Et il y a des trucs, enfin c'est assez monstrueux à voir quand on se met à la place des animaux, parce qu'elle a vraiment ils sont tous vivants, elle a autour de sa ceinture des petits pochons avec de l'eau dedans et des poissons. Elle a même des oiseaux un petit peu ficelés qui sont cachés sous son manteau. Elle a plein de pochons avec plein de bestioles, et elle a des serpents sur les épaules, ce genre de choses. Et alors l'image est extrêmement étonnante, et on commence le film là-dessus, et c'est waouh, c'est fou. Alors, mis à part le fait qu'on a un peu peur pour les animaux, enfin, en tout cas, moi, ma sensibilité personnelle fait que, voilà. Mais en fait, elle se lève avec la caméra vraiment qui va un petit peu aller chercher le détail de toutes ces créatures qui quelque part forment un peu son corps à ce moment-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la question que ça nous pose, parce que, évidemment que moi, en voyant cette image, je me suis dit, ok, on est clairement dans une imagerie de sorcière, c'est une sorcière. Alors, enfin, c'est évident avec le contexte, bien sûr, d'une manière rationnelle, qu'elle fait du trafic d'animaux exotiques. Mais dans l'imagerie, elle fait sorcière parce que, en plus, les animaux rappellent les familiers des sorcières, bien sûr, et parce que on a l'impression qu'elle a plein d'ingrédients, de potions sur elle, et voilà, d'animaux fantastiques avec elle, qui ne font qu'un avec elle. Et en fait, je me suis dit, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça rejoint peut-être un peu la réflexion que j'avais sur le stream sur pourquoi les menaces surnaturelles dans les films d'horreur sont féminines, et pourquoi les menaces tangibles sont masculines. Mais en fait, quand on voit ça, ce qui nous fait penser que c'est une sorcière, c'est aussi en grande partie parce que c'est une femme, et qu'en plus c'est une femme non blanche. Parce que ça reprend aussi un peu le trope qui existe dans les films, mais pas que d'ailleurs, de la femme... alors souvent c'est une femme noire, mais pas toujours, en tout cas non blanche, la femme noire magique, qui est en général le personnage qui va apporter l'aide d'un sixième sens sur l'histoire, ou qui va avoir des connaissances relevant d'une tradition de je ne sais quel pays, ou même vraiment un pouvoir magique qui va pouvoir faire avancer l'intrigue, etc., qui sont en général des personnages secondaires, mais qui voilà, apportent une dimension magique, et avec un énorme biais de blanchité, pour pas dire pire. Souvent, voilà, ce sont des personnages non seulement féminins, et des personnages non blancs. Et donc là, avec tout ce qu'on a de bagage sur ce genre de représentation, cette image est clairement l'image d'une sorcière, alors que s'il s'agissait d'un homme, et a fortiori d'un homme blanc, on ne se dirait pas ce type est un sorcier. C'est pas... Et donc en fait,
parce qu'elle a rien dans son look par ailleurs qui, je veux dire, elle a pas des dessins étranges sur la figure, elle a pas une verrue sur le nez, par ailleurs elle n'a rien d'une sorcière évidemment. Donc le film nous interroge vraiment, je trouve, sur nos biais, et évidemment c'est à mettre en parallèle de la manière dont la foule va se soulever contre elle au fur et à mesure du film, parce que cette fameuse foule fonctionne sur les mêmes biais. Et un petit peu plus tard dans le film, elle a réussi, donc je sais plus exactement comment, mais bref, elle est renvoyée chez elle, après confiscation des animaux. Et donc, avec son fils, il se pose chez la grand-mère, et là, elle prend une bassine qu'elle pose sur la table, enfin une bassine, une sorte de faitout, une marmite, je sais pas quoi. Et en fait, elle se met à tirer un fil, à tirer un fil de sa bouche, donc scène un petit peu qui donne un peu de haut le cœur. Et en fait, au bout de ce fil, donc il va chercher en fait jusque dans son estomac en fait, elle finit par ressortir des petits pochons avec de l'eau là aussi, dans lesquels il y a des grenouilles, donc des grenouilles aussi exotiques. Donc elle a réussi à sauver ces deux petites grenouilles qui a priori valent très cher parce qu'elles sont extrêmement toxiques. Elle a réussi à les sauver en les avalant puis en les ressortant comme ça par ce fil. Et en fait là c'est pareil, en termes d'imagerie, le fait qu'elle pose quelque chose qui aurait pu être un chaudron devant elle comme ça, et qu'elle se mette à faire ce truc extrêmement étrange qui est dégueulasse, parce qu'on sait que c'est physiquement possible, on sait qu'il y a des trafiquants qui utilisent cette technique, mais c'est pas tous les jours non plus, enfin pour le commun des mortels on va dire. Donc tout de suite, en plus la caméra vient chercher vraiment des gros plans sur ces gestes qui sont assez improbables, de aller chercher un fil dans sa bouche avec sa main comme ça et tirer dessus quelque chose qui sort de sa gorge. Ça évoque quelque chose de fantastique, surtout aussi voilà parce qu'on est dans le gros plan. Et du coup, et en plus, voilà, elle en sort des grenouilles. En plus, elle parle un peu après à ces grenouilles comme on parle à n'importe quel animal, hein, c'est pas, voilà. Mais du coup, il y a cette succession d'images qui sont un peu ambiguës, et qui encore, encore une fois, du fait que ce soit une femme, et en plus une femme non blanche, qui font que on va construire une imagerie de la sorcière tout en s'interrogeant sur cette facilité à, à considérer comme sorcière une femme non blanche. Euh, voilà. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et il y a d'autres moments dans le film, bien sûr, où on va un petit peu utiliser ces biais-là. Et il y a un moment où... qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, où le personnage va vraiment franchir un cap, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à empoisonner un homme qui en a après elle, avec justement l'aide d'une de ses grenouilles. Et en fait, et puis elle essaye à un moment donné d'impressionner ou d'intimider ceux qui sont après elle en fabriquant des potions, enfin des fausses potions, voilà, mais pour les intimider, pour montrer jusqu'où elle peut aller, parce qu'en plus c'est des potions dans lesquelles il y a des animaux morts et tout, c'est dégueulasse. Euh, le truc, c'est que, en fait, l'idée, c'est un peu comme dans le film The Witch de Robert Eggers, c'est que, à force de chasser, de considérer, comment dire, d'opprimer une femme en fonction d'un soi-disant statut de sorcière, on va la forcer à finalement se rebeller, à utiliser les armes d'une sorcière pour réussir à se rebeller contre la chasse qui est menée contre une soi-disant sorcière. Donc en fait, on crée une sorcière. C'est pour ça qu'au fur et à mesure du film, et bah elle, plus ça va aller, plus elle va basculer dans des réflexes justement de sorcellerie, que ce soit pour utiliser du coup les préjugés qu'on a contre elle, les utiliser à son avantage, ou que ce soit vraiment pour être dans la défense claire et nette, comme le moment où elle empoisonne le gars. Quelque part, elle va devenir une sorcière, mais parce qu'elle est chassée en tant que sorcière, alors qu'elle ne l'est pas au début. Salut Kimou. Donc enfin moi j'adore ce genre d'histoire, vraiment. L'idée que au départ la menace n'existe pas, mais qu'on va la créer à force d'en avoir peur et à force d'essayer de la neutraliser, je trouve ça fascinant. Et j'adore que le film fasse ça, je trouve ça hyper intelligent, et je trouve ça beau, et sur ce que ça dit, voilà, des femmes encore une fois, et de la misogynie, et la manière dont elles sont traitées en société, mais surtout qu'en plus c'est intéressant que ça tombe, que ça arrive maintenant, parce que des chasses aux sorcières, récemment il y en a eu beaucoup. Alors, je veux dire, je parle de célébrités surtout, parce que des histoires comme celle de Nour, je pense qu'il y en a un peu tous les jours, mais dont on n'entend pas forcément parler. En revanche, en termes de célébrité, évidemment que l'énorme bashing de Amber Heard qu'il y a eu ces derniers temps, et Meghan Markle aussi, c'est exactement les mêmes mécaniques. Ça fonctionne de la même manière. Je dis ça parce que là, du coup, il y a eu un classement Forbes qui est sorti il y a quelques jours, un classement des célébrités les plus haïes de la planète. Et sachant que, alors, j'ai pas vu au départ quelle était la liste en détail des personnes pour qui on pouvait voter ou pas, mais c'est-à-dire que on est quand même dans un monde où, en termes de célébrité, on a énormément
d'assassins, d'agresseurs sexuels, d'arnaqueurs, de personnes qui détournent des fonds immenses, qui causent des famines dans le monde, qui causent des guerres et tout ce qu'on veut. Les deux personnes les plus haïes, c'est littéralement Amber Heard et Meghan Markle. Et donc, voilà, ça révèle énormément de choses. Et je pense que le film parle exactement de ce genre de mécanisme, même si encore une fois, évidemment que la situation de Noor dans le film n'est pas tout à fait comparable à celle d'une célébrité, mais c'est les mêmes ressorts qu'il y a derrière. Donc ça, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé que c'était très chouette et encore une fois, évidemment, c'est très bien interprété. Alors Golshifteh Farahani, elle est vachement bien. Jérémy Ferrari, il se défend tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disaient alors Jérémy Ferrari dans son premier rôle au cinéma, il est comment et tout. Moi, je l'ai trouvé très bien, mais après, je veux dire, il a pas non plus un rôle, c'est pas un rôle à Oscar non plus, quoi. Donc je veux dire, il fait pas des trucs incroyables, mais il est bien, quoi. Il fait le taf. Et évidemment, Denis Lavant dans un rôle secondaire qui est complètement décalé, mais qui fait toujours ça très bien. Denis Lavant, il est très doué pour faire les personnages à la fois un peu dérangeants dans le sens où ils ont l'air un peu différents et on sait pas toujours de quelle manière ils vont réagir et comment est-ce qu'on peut réagir avec, et en même temps qu'ils sont aussi très touchants. Là, il y a un peu les deux. Par moment, il est juste gentil et par moment, il est au contraire... comment dire, il fait plutôt office d'ennemi dans le film vis-à-vis de Nour, mais voilà. Donc après, maintenant, je vais quand même parler un petit peu plus des défauts du film, parce que malheureusement, donc, je trouve qu'il en a. C'est un film où moi, je lui ai accordé 2 étoiles et demie sur 5 sur écran large, sachant que sur écran large, on n'accorde jamais 5 sur 5 à un film, parce qu'on estime qu'il faut avoir un certain recul sur les films. On peut éventuellement donner 5 sur 5 à des films qui sont sortis il y a beaucoup plus longtemps, sur lesquels on a un vrai recul historique, entre guillemets, mais les films qui viennent de sortir et qu'on note à chaud, on ne met jamais 5 sur 5, parce qu'on estime que voilà, la perfection n'existe pas et que c'est compliqué. On va grand maximum à 4,5. Sinon, en général, la note, ouais, grand maximum que vous allez voir sur écran large, c'est 4,5, et sinon 4. Donc voilà, 2,5, c'est pour dire que c'est 2,5 sur 5, mais 2,5 sur, en vrai, 4, 4,5 quoi. Donc c'est pas un film du tout que j'ai adoré, mais encore une fois, je suis très attachée à ces qualités que je vous ai décrites. En termes de défauts maintenant, le truc c'est que le film en fait se perd énormément. Parce qu'il veut dire beaucoup beaucoup de choses autour de ces thématiques que j'ai évoquées. Il va rajouter plein de choses, donc les histoires de garde de l'enfant, mais du coup aussi le personnage de Denis Lavant qui souffre parce qu'il a un fils qui a un retard... euh, retard, je me rappelle plus, retard mental, il me semble. Et donc il souffre du coup de devoir s'occuper de ce fils qui en plus devient violent et qui au bout d'un moment finit par d'ailleurs se suicider. Donc il y a un peu toute la question de comment sont pris en charge les handicaps. Il y a aussi du coup le personnage de Nour qui, elle, au départ fait pas mal de choses moralement répréhensible, parce que du coup elle va créer cette application qui va mettre en lien des personnes qui ont réellement besoin d'aide, comme le personnage de Denis Lavant, qui en plus sont vraiment pas friqués, sont pas des personnes favorisées, qu'elle va mettre en lien avec plus ou moins des charlatans, qui du coup bon, voilà, va générer une sorte de trafic de soins qui sont ni plus ni moins que des arnaques et qui bah, du coup profitent de personnes qui sont déjà dans le besoin. Donc ça c'est un autre sujet, c'est un sujet à part entière, des aspects un peu sectaires, un peu voilà, et en fait ça part dans tous les sens, sachant aussi que ce qui est plutôt une bonne chose habituellement, mais là qui est un peu mal dosé, c'est que le réalisateur va vraiment, qui est aussi auteur du film, va essayer de toujours donner des contre-exemples aux thèses qu'il avance, pour tout simplement, je pense, avoir de la nuance et avoir essayé de faire un tableau complet et nuancer aussi son personnage. Donc Nour, c'est un personnage hyper intéressant et très positif par plein d'aspects, mais il y a aussi plein d'aspects comme celui que je viens d'évoquer qui sont beaucoup plus négatifs. Puis encore une fois, elle va jusqu'à tuer un homme et tout. C'est pas du tout une héroïne classique, toute blanche et tout. Mais du coup, un trouble de développement Robo Sensei, je sais pas exactement. Mais mon mec pro dit de développement, on dit maintenant. Ah d'accord, ok, de développement. Ah bah écoute, bah Robo Sensei et Spooky, vous aviez raison du coup. Enfin, a priori. Donc merci, merci de me corriger. Dianouche Cathy, tu nous dis regardez La Fabrique des mensonges sur France TV qui parle du procès Depp Heard, absolument. Et je ne veux plus entendre de Depp Zouz me répondre à cette histoire qui n'aurait pas regardé ce documentaire. Voilà. Une fois que tout le monde aura regardé ce documentaire, on pourra rediscuter, même si je vois pas pourquoi, mais voilà. Donc retard de développement, voilà. Donc Sophie souffre de retard de développement, et donc voilà, c'est des personnes comme ça qui vont être mises en relation avec des charlatans via l'aide de Nour, qui donc
n'a pas du tout que des aspects positifs. En plus, pour un autre truc, encore une fois, c'est vrai que mon focus, c'est beaucoup les animaux, mais il y a toute une image, au début, enfin une scène au départ qui nous montre que dans son appartement de banlieue, en HLM, elle a une pièce qui est remplie, donc c'est tout éclairé à la lumière rouge, qui est remplie de tupperwares et de petits bocaux dans laquelle elle a plein de bestioles exotiques, donc des varans, des araignées, des grenouilles, des serpents, vraiment un peu comme ce qu'on peut voir dans Vermine. Et alors là, c'est un peu déstabilisant parce que quand elle repêche les grenouilles au fond de sa gorge, elle leur parle de manière un peu affectueuse. Ça nous donne l'impression qu'elle a une sorte d'attachement pour ces animaux malgré ce qu'elle leur fait subir, le trafic, etc. On sait que c'est quand même absolument l'horreur, hein, pour les animaux, et pas que d'ailleurs, mais voilà. Et, euh, et à un moment donné, donc, les mecs qui sont à sa poursuite font un truc absolument horrible, c'est qu'ils mettent le feu à son appart pendant qu'elle est enfermée dedans. C'est atroce et c'est évident que sa priorité c'est de sauver sa peau. Mais il y a vraiment, alors qu'elle prend son temps pour essayer de trouver une solution pour sortir, elle essaye même pas de ne serait-ce couvrir les caches de ces animaux qui restent brûlés dans l'appart avec genre vraiment la caméra qui s'attarde sur, voilà, ils ont tous peur et ils vont tous rester crevés là, et à aucun moment elle se pose la question alors qu'elle a quand même relativement le temps, quoi. Et donc c'est vraiment genre des moments où on se dit genre oui, on est à fond de son côté, mais putain, pas que positif quand même. Enfin, disons que c'est pas du tout un portrait idéalisé comme pourrait le faire un cinéma plus hollywoodien. Et vous allez me dire, tant mieux, on est d'accord. C'est juste que ça participe du fait que le film veut partir dans plein de directions en même temps pour apporter de la nuance et pour compléter son tableau. Le problème, c'est qu'en vrai, il emprunte trop de chemin et qu'il s'y perd, et qu'au bout d'un moment, à force d'avancer une thèse, puis son antithèse, puis encore une autre hypothèse, etc., il y a des moments, moi je savais plus ce qu'il voulait me dire. L'histoire de la chasse aux sorcières au départ et jusqu'au milieu du film, elle est très claire. Après, j'étais perdue vraiment sur vraiment quel était l'angle, quel était le point de vue du film, quel était vraiment le message en définitive de ce film. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait tout ça vient un peu entacher le reste, malheureusement. Il y a aussi le fait que la photographie, alors d'ailleurs je me demande s'il y a une photographie tout court. Alors, je pense que si, mais en fait j'ai pas réussi à trouver le nom du chef-op sur internet, ni sur Allociné, ni sur Wikipédia. En face de directeur de la photo, il y a aucun nom, donc je ne sais pas. Peut-être que c'est le réalisateur lui-même qui a bricolé la lumière en même temps qu'il était derrière la caméra. Auquel cas, ça se sent, parce qu'il y a des intentions d'image qui sont belles. En revanche, en termes de réalisation, c'est quand même, voilà, la photo est pas incroyable. Voilà, comme on peut le voir sur cette photo-là, on est sur quelque chose d'extrêmement monochrome, mais de pas très maîtrisé en même temps dans une intention de faire quelque chose de monochrome. Donc, je sais pas si c'est une volonté de naturalisme ou quoi, ou si c'est juste un problème de thune. Mais bon, voilà, il y a une sorte de, il y a un côté un peu documentaire reportage qui n'aide pas déjà à situer le point de vue et qui en plus fait qu'en termes d'esthétique, bon, on reste loin du genre. D'ailleurs, on bascule jamais dans le véritable fantastique, hein. Merci pour le follow. Ninja, c'est ça? Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est un peu mes problèmes avec le film, c'est que ça s'éparpille finalement beaucoup trop, qu'on a du mal à savoir ce que le film veut poser réellement comme, ouais, comme propos, tout simplement. Ou qu'est-ce qui est à retenir, en fait, finalement, des choses négatives qu'il nous a dites? Est-ce que c'est. Enfin, bref, je me perds un peu dans ce que je veux dire, mais justement parce que le film m'a perdu, au bout d'un moment, voilà, ça partait trop dans tous les sens et il y avait trop de choses, même si les intentions de départ sont passionnantes et encore une fois, très bien interprétées. Et en plus, on va jusqu'à un niveau assez extrême dans l'histoire. Il est question de mort, etc., et d'assassinat, voilà, et dans des moments de rage qui sont compréhensibles, mais la mise en scène et la narration vient bizarrement. Enfin, je trouve que la montée de sang et je veux dire, est quand même bizarrement construite. Il y a des situations auxquelles on a un peu du mal à croire, mais en même temps qui sont pas du tout fantastiques. Donc c'est voilà, moi, à la fin, c'était un peu bon, ça retombait. Le début était hyper prenant, vachement bien et tout, hyper intéressant. Et après, bon, voilà, surtout en plus, il y a une petite scène finale qui, alors, qui est dans l'intention mignonne. Alors, je suis désolée, encore une fois, c'est un spoiler, mais normalement, si vous avez voulu voir le film, vous avez pu le voir. Euh, vous avez eu le temps de le voir, je veux dire, depuis sa sortie mercredi dernier, où il y a du coup une petite scène mignonne entre Nour et son fils, donc parce qu'elle a réussi à retrouver son fils, où elle, en fait, elle lui fait croire qu'elle est encore possédée, enfin qu'elle est possédée justement, mais on ne sait pas justement sur le thème de la possession, où également se situe le film à la fin entre sorcière et possession, là, c'est pas clair, parce qu'il y a des scènes qui reproduisent un petit peu
l'idée d'exorcisme, notamment avec le traitement qu'essaye d'administrer le père et un médecin charlatan au fils sur la fin, et dont Nour doit le sauver. La question de l'exorcisme, alors que jusque-là on était sur la sorcellerie, c'est pareil, moi j'ai pas trouvé ça clair, la manière dont ça arrivait dans l'histoire. Et donc dans cette scène finale, Nour fait semblant d'être encore possédé alors que son fils essaye de l'exorciser parce qu'il a peur que sa mère soit encore méchante. Et finalement, après, elle rigole en disant que évidemment qu'elle est pas possédée et que tout va bien, et elle lui fait un bisou, et ils sont sur un bateau ensemble et tout, et très cool. Mais du coup, les enjeux, enfin, tous ces éléments-là sont tellement mal posés avant dans le film que cette scène tombe un peu à plat et qu'elle est limite un peu pas gênante, mais en tout cas, elle fonctionne pas, quoi, et c'est un peu dommage de finir là-dessus. Voilà, même si l'intention est mignonne, que encore une fois, Golshifteh Farahani, elle est vachement bien, elle est très émouvante, son fils, il est vachement bien, mais bon, elle a un humour douteux pour une maman. Oh, il faut savoir rire. Bon, après, vu tout ce qu'il a vu, le fils, au cours du film, c'est pas ça qui va le choquer le plus, je pense. Je pense. Alors, Kimou, tu me dis, le press kit cite Benoît Solaire en directeur de la photo. Ah bah très bien, bah écoute, ça m'apprendra à pas relire les press kits avant mes streams. Fincher, si, je pense que du coup, Benoît Solaire est cité dans les crédits du film, mais j'avoue que j'ai vu le film au cinéma, j'ai pas noté tout le générique, j'avais pas fait attention à ça. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais à vous dire sur Rokia. Maintenant, je vais vous poser une nouvelle question pour vous faire gagner des places pour When Evil Lurks, et ensuite on passera à la morsure. Alors, est-ce que vous êtes prêts, maintenant que Fincher a déjà gagné ses 2 places pour When Evil Lurks, à tenter votre chance pour gagner 2 places de plus? Attention. Encore une fois, ce sont des questions en rapport avec les streams que nous avons déjà fait sur cette chaîne. Et pas que les streams cinéma. Notamment, cette question concerne un stream jeu. La voici. Dans Dredge, à qui donne-t-on le chien? À qui donne-t-on le chien dans Dredge? Grand moment de mes streams Dredge, hein, si on se rappelle. Mais Robo Sensei, t'as dit que tu voulais pas les places de cinéma. J'ai rappelé hein, si vous jouez, c'est pour gagner les places. Oui, bah oui, mais je comprends Robo Sensei, mais du coup, il faut essayer de laisser gagner les autres parce que voilà. Mais du coup, bravo Madouk. Écoute, tu as gagné du coup les places. Bravo. C'était effectivement à la scientifique. Non, c'est pas grave, Robo Sensei. Si tu veux répondre, n'hésite pas, mais du coup, laisse éventuellement passer une première réponse avant, histoire qu'il y ait quelqu'un d'autre qui gagne avant, sans donner la réponse. Mais vraiment, aucun souci, t'inquiète pas. Et bah bravo Madouk, tu as donc gagné 2 places. Attends, je note. Et comme je le disais plus tôt, je crois que t'étais pas encore arrivé dans le stream. Du coup, je te contacterai un peu plus tard pour que tu me donnes ton nom et ton adresse de manière à ce que je les fasse suivre à Shadows qui ensuite t'enverra les places. Voilà. Et la raison pour laquelle Shadows m'autorise à faire un jeu concours aussi tard, alors que ça fait déjà une semaine que le film est sorti, enfin quasiment une semaine que le film est sorti, c'est parce qu'il marche pas mal, et que donc son avenir en salle pour l'instant se porte pas mal, donc vous avez encore le temps de recevoir des places et d'y aller. D'accord, Netsa, bah écoute, de toute manière, il y aura d'autres questions. C'est encore une fois, j'ai 5 fois de place à vous faire gagner, donc là ça fait déjà 2, il y en aura 3 autres au cours du stream. Voilà, mais écoute, bravo, nous allons passer sur la morsure. Non, non, mais je comprends, Robo Sensei, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Donc la morsure. Passons à d'autres photos, du coup. Mon petit diaporama. Ah oui, donc ça c'était d'autres images du film. Ça c'est quand elle s'enfuit du coup de son appartement qui brûle. Vous voyez, il y a la fumée derrière elle et qu'elle laisse brûler vif tous ces animaux. J'ai eu tellement de mal à cette scène. Voilà, voilà. Hop, donc la morsure. La morsure, c'est un film français, comme vous en serez douté, réalisé, donc c'est le premier long métrage de Romain de Saint-Blanca, avec Léonie Dahan-Lamort. Alors, l'actrice là qu'on voit sur l'affiche s'appelle Léonie Dahan-Lamort. Elle a la mort dans son nom de famille, vraiment écrit comme la mort en un seul mot, mais genre la mort. Et vraiment, à la fois Léonie et la mort, c'est exactement, je veux dire, comme je le disais dans ma critique sur Écran Large, on a l'impression que son personnage et le film est inventé à partir de ce nom. Donc c'est aussi avec Lilith Grasmug et Maxime Roard. Mais donc on est globalement sur un casting de gens pas très connus encore, hein, très film indé. Donc j'aimerais bien me moucher. Attendez, ne bougez pas.
Excusez-moi. C'est un film donc, de Romain de Saint-Blanca, je vous ai dit. 1967, pendant le Mardi Gras, Françoise, 17 ans, est pensionnaire d'un lycée catholique. Persuadée qu'il ne lui reste qu'une seule nuit avant sa mort, elle fait le mur avec son amie Delphine pour se rendre à une fête costumée et pouvoir vivre cette nuit comme si c'était la dernière. Salut Ultra Rio. Oui, Lilith, c'est aussi un très joli prénom. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Françoise, oui, film d'horreur en effet. Écoute, ça se passe du coup dans les années 60, en 1967, donc on est sur des noms un petit peu plus vieillots. Et justement, par rapport à, comment dire, à l'année à laquelle ça se passe, il faut savoir qu'un peu tout le film est vraiment dans une reproduction assez minutieuse d'une esthétique années 60, d'une esthétique cinématographique années 60 en tout cas. C'est-à-dire que la photo a vraiment un grain très très présent à l'image, ce qui est très joli. Hein. On est aussi dans une colorimétrie qui fait vieillot, dans un contraste de l'image aussi, avec des noirs assez profonds. Et, euh, et oui, là, les couleurs sont très jolies à l'image, effectivement. Globalement, l'image est très jolie. Hein. Ça sent les petits moyens par plein d'aspects, mais ça fait aussi son charme. Et vraiment, on mise sur une image très fabriquée, très artisanale, authentique, si on veut. Euh, et donc ma maman, elle dit que moi aussi j'ai un grain. Écoute, c'est très bien. Et il y a aussi le ratio de l'image qui joue, et notamment dans la direction d'acteurs, et notamment dans leur diction, ce que j'ai dit 2 fois notamment, il y a vraiment une volonté de reproduire un phrasé du cinéma de ces années-là. Alors, je sais pas si ça vous arrive parfois quand vous regardez des vieux films français, vous vous rendez compte à quel point les acteurs... merci beaucoup pour le follow Ultra Rio. Les acteurs, les actrices ne parlent plus comme maintenant, pas tellement en termes de vocabulaire, mais vraiment en termes de diction propre. Et on voit à quel point il y a des modes de diction qui se passent d'année en année. Et l'époque à laquelle, à cette époque-là, Catherine Deneuve, quand elle parle, quand elle donne ses répliques, enfin j'ai dit Catherine Deneuve comme je pourrais dire n'importe qui d'autre, c'est vraiment un phrasé qu'elle n'a plus maintenant et avec laquelle les acteurs ne parlent plus aujourd'hui. Et oui, c'est ça, une autre mélodie qui moue, et parfois c'est marrant comme sur certains mots, on peut identifier un petit peu les abréviations qu'on faisait à une époque et qu'on fait plus maintenant, et inversement. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais alors moi qui suis très fan de Gérard Philippe et qui regarde pas mal ses films, parfois je suis vraiment... ça m'amuse vraiment de voir à quel point à cette époque on gommait des E muets dans les mots, enfin des E pas si muets du coup, au milieu des mots, parfois pour faire des abréviations, alors qu'aujourd'hui, ces E sont re-rentrés dans la prononciation habituelle, et vice-versa, des E qu'on gomme aujourd'hui, qu'on gommait pas à l'époque et tout, c'est très marrant. Bref, et donc le film s'applique vraiment, vraiment précisément à reproduire une diction de l'époque, ce qui est assez charmant. Salut Salvador Allende. Un film d'horreur français dans les années 60, moi ça me donne envie. Alors oui, écoute Salvador Allende, absolument, sauf que on y reviendra. Mais film d'horreur, il faut le dire vite. On y reviendra. Et de toute manière, là, c'est vrai que ce soir, en film horreur, vraiment horrifique, c'est surtout When Evil Lurks qu'on va traiter en troisième, qui lui est purement de l'horreur. Les 2 autres, c'est... On flirte avec le genre, mais on n'y bascule pas de ouf non plus. Euh... Non, j'ai pas dit film chiant, absolument pas. Non, il n'y a aucun des 3 films de ce soir qui est chiant. Donc aussi, évidemment, à l'image, ça sent le film qui n'a pas beaucoup de moyens. On n'a à peu près personne de vraiment connu, ni à la réalisation, ni au casting. Il y a plein d'effets, en fait, qui sont marrants, justement, parce qu'ils assument d'être très cheap, mais de jouer, du coup, un petit peu, juste, voilà, avec le charme de l'image, de l'intention, et de pas beaucoup de moyens, mais des petits effets un peu pratiques faits en plateau, qui sont juste jolis, mais qui cherchent même pas à se cacher. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu une autre photo du film. Voilà, hop, je vais trop vite. Vous voyez sur cette photo, par exemple, le mec qui est à gauche, là, donc, qui est joué par Maxime Roard, c'est censé être le vampire du film, parce que vous aurez pu le comprendre à l'affiche, il y a une vague histoire de vampire dans ce film. Euh, on voit un peu qu'il a du fond de teint vaguement blanc sur le haut de la tête, mais on voit quoi. On voit que vraiment le mec il s'est maquillé, qu'il a mis du fond de teint blanc. Puis à un moment donné, dans le film, on voit aussi ses canines de vampire. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir 2 morceaux de mie de pain qui sont collés sur ses dents, qui sont même pas droites. C'est un peu rigolo. Bon, ça s'assume dans le côté genre, écoutez les gars, on n'a pas de thunes, mais on fait avec l'idée de la chose et ça reste joli, d'accord. Et c'est pas plus mal, en vrai, c'est assez rafraîchissant, c'est pas un problème. Et comme effectivement le film ne cherche pas à être
réellement horrifique, c'est pas bien grave. Il cherche pas spécialement à être drôle non plus, même si il a l'avantage de pas trop se prendre au sérieux parce que justement, il a pas beaucoup de moyens et qu'au bout d'un moment, quand on essaye de trop se prendre au sérieux, en sachant qu'on peut pas forcément assurer de ouf, surtout avec l'aspect genre derrière, c'est bien de garder une sorte de distance un petit peu. Alors il y a d'autres choses qui sont extrêmement premier degré dans le film et j'y reviendrai, mais en tout cas, l'aspect genre un peu gothique, il y a toujours un sous-ton un peu... voilà, un peu on se prend pas de ouf au sérieux, même si on va jamais tourner en ridicule les personnages ou ce qui se passe dans leur tête. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est censé être une fête déguisée, même si les costumes sont pas extrêmement présents. C'est vrai que c'est censé être Mardi Gras, mais c'est à peine, ça s'identifie à peine à l'écran. Mais c'est vrai qu'en fait, le vampire, la vérité, c'est qu'on sait pas vraiment si c'est un vampire ou pas. C'est pas. Ou éventuellement, c'en est pas un. C'est pas. Mais ça compte pas énormément dans le film, c'est pas très important d'ailleurs. Salut Luigi, alors on est en retard. Euh, donc voilà, ça c'est un peu pour l'esthétique générale du film, qui est un film moi qui d'ailleurs qui m'a vraiment charmé. Et j'ai parié en le regardant qu'à mon avis, il y a des gens qui allaient vraiment le détester et des gens qui allaient l'adorer. Et effectivement, autour de moi, j'ai pu constater depuis que je l'ai vu que des gens l'ont adoré et détesté. En général, les gens que j'avais prévus. Donc ça m'a pas plus surprise que ça. C'est-à-dire que avant de m'attarder sur ce que j'estime être ses plus grandes qualités en dehors de sa qualité esthétique, il faut que je parle 2 secondes des choses que moi je trouve qui vont pas trop. C'est justement cette espèce de... non, vous n'aurez pas de nom. C'est cette espèce de retenue vis-à-vis du genre et de vraiment utiliser les codes très gothiques. Donc on est vraiment genre sur le pensionnat de jeune fille, donc de Nana, notamment l'héroïne, la Françoise, qui est très, qui a une, comment dire, qui a une fascination un peu morbide, qui est un peu gothique et tout, qui va faire le mur pour aller faire une fête dans un manoir mystérieux au milieu de la forêt, jusqu'auquel elles vont se faire conduire par un homme, un mystérieux mec en voiture et tout. Donc on est vraiment sur une utilisation, une exploitation sans vergogne des codes du genre et du gothique sans jamais euh, aller vraiment au-delà. C'est-à-dire qu'on a une scène à la fin, on a quand même une église qui brûle, mais bon, c'est une petite chapelle voilà qui brûle vaguement, mais c'est pas du fantastique en soi, c'est pas et puis ça n'engendre rien de fantastique comme truc. Et c'est pareil, encore une fois, le vampire, il est pas super vampiresque, donc c'est hyper timide à ce niveau-là, et on a vraiment l'impression que le genre n'est que prétexte, on va dire, à un fantasme un peu confortable d'un rêve sensuel adolescent plus ou moins quoi. Et donc je suis pas c'est pas très grave, mais c'est juste que l'affiche nous vend vraiment un truc beaucoup plus enfin beaucoup plus genre que ça, pour finalement l'être très peu. Donc c'est pas en soi un défaut du film parce qu'il a le droit de pas vouloir basculer plus que ça dans le genre, mais bon c'est juste un peu décevant pour des gens comme nous quoi qui sommes là pour le genre, Euh, entre autres. Donc voilà, ça c'est un petit défaut selon moi. Il y a aussi des trucs pas toujours super clairs. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on a le droit de raconter ce genre d'histoire, on a le droit de raconter ce genre de choses, mais il y a quand même l'espèce d'histoire qui se noue entre Françoise et le mec clairement adulte, beaucoup plus âgé, qui l'emmène à sa soirée en voiture avec sa pote, et qu'à un moment donné elle va embrasser, et en fait, on sait pas quel est le. Parce qu'à tout moment, on a l'impression que ce type qui est un peu bizarre, qui est un peu décalé, c'est un potentiel prédateur. Et puis finalement, ça l'est pas. Il a l'air d'être vraiment juste gentil, de juste vouloir les accompagner sans qu'elles arrivent, enfin sans qu'elles fassent de mauvaises rencontres jusqu'au chemin de leur fête. Et en même temps, après, il veut s'incruster. Et elle a l'air d'être un peu attirée par lui. En même temps, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et du coup, ce type, cette espèce de personnage d'adulte, qui est nettement plus vieux, et elle a 17 ans, qui est toujours presque un prédateur, et elle qui est toujours soit comment dire, soit un peu manipulée, soit au contraire véritablement attirée par lui ou quoi. Il y a un truc pas clair qui se joue à ce niveau-là, qui donne lieu à plutôt des jolies images, mais qu'est-ce que le film essaie de me dire à ce niveau-là? Je trouve ça un peu dommage, surtout sur voilà, donc là elle danse avec lui sur un sujet qui peut être potentiellement un peu sketchy comme ça quand même. Je trouve ça dommage que le film n'ose pas dire quelque chose, n'ose pas prendre une position quelle qu'elle soit, et utilise juste cette image un peu facile de oh la belle jeune fille un peu gothique qui est attirée par cet homme plus âgé qui lui est quand même touché par ce qu'elle a de particulier, de singulier, et de juste utiliser cette image comme ça qui est quand même hyper rabâchée pour son potentiel, son comment dire,
son potentiel déjà acquis, finalement un peu poétique parce que c'est la culture française, je trouve ça dommage. Voilà. Il y a quelques trucs comme ça dans le film qui sont pas très clairs, et je demande pas à ce qu'un film soit toujours hyper clair sur toutes ses positions et tout, et que là, bon, évidemment que c'est pas un manifeste politique féministe, hein, c'est sûr, mais bon, je trouve ça dommage de laisser ces flous parfois un peu gênants en suspens. Bref. Ça c'est un autre truc, voilà, qui m'a un peu, donc j'ai pas été très satisfaite dans le film, on va dire. Et du coup, ça va un peu avec l'autre truc qui m'a dérangé, c'est le côté finalement très bourgeois. Et peut-être que là j'ai un a priori vis-à-vis du nom de famille du réalisateur, qui s'appelle donc quand même Romain de Saint-Blanca. Et pour avoir, moi, fait une partie de ma scolarité dans la maison d'éducation de la Légion d'honneur, qui ressemble exactement à, pardon, à ça, merde, non, à ça, voilà, ça on dirait complètement mes salles de classe. Et pour avoir fréquenté à cette époque-là des gens qui n'étaient pas du tout du coup enfin dont j'étais pas du tout du même milieu et qui avaient des noms en particulier, etc. J'ai eu l'impression du coup d'y reconnaître quelque chose dans ce film. Alors à la fois ça me plaît parce que ça me rappelle ce moment heureux de ma vie et que je me projette tout à fait dans le personnage de Françoise, qui est une nana qui s'emmerde un petit peu dans ce genre d'établissement, dans son uniforme et tout. J'ai passé de très bonnes années là-bas, hein. C'est juste que bah, au lycée on s'emmerde et que voilà, c'était pas. Enfin bref. Et il y a des plans Morticia. Non, il n'y a pas de plan Morticia des Humbert. Même moi en lycée catho privé, ça ressemblait pas à ça. Ah, t'étais en lycée catho privé. Alors, la Légion où j'étais, c'était ni catho ni privé, mais c'était tout comme, par certains aspects quand même. C'était officiellement ni catho ni privé, mais il y avait des choses qui ressemblaient beaucoup. Euh, Et de ce genre d'établissement, c'est comme l'école dans Zombie Child de Bonello, ben Salvador Allende, en fait, Zombie Child, ça a été tourné dans cet établissement. Quelques années après que j'en sois partie, malheureusement, parce que j'aurais adoré assister à ce tournage, mais dans Zombie Child, il y a une description vraiment hyper précise et en détail de ce que c'est la vie à la Légion. C'est vraiment les uniformes, c'est les mêmes, les filles elles sont aux mêmes endroits, elles ont le même jargon qu'on a à la Légion. Enfin c'est la même chose, c'est tourné là-bas et c'est vraiment. J'ai écrit d'ailleurs un article sur Écran Large pour du coup qui se base sur mon expérience personnelle pour dire en fait ce que ça apporte au film de Bonello, le fait que ça se passe précisément à la Légion et que ça utilise vraiment en détail le folklore de la Légion, parce que ça sert de propos au film. D'où aussi je pense que ce film peut pas parler à énormément de gens, parce que évidemment qu'on est capable de l'aimer même si on n'a pas été élève à la Légion, hein. Mais il y a vraiment tout un tas de détails de l'établissement qui font sens quand on sait ce à quoi ça renvoie et la manière dont c'est utilisé dans le récit. Donc bref, mon article sur Écran Large se basait là-dessus. Et donc bref, moi ça m'a parlé ce genre d'univers, mais du coup c'est vrai que le côté, parce que on est sur une histoire de vampire et d'éveil sexuel, parce que quand même Françoise, en gros, comme elle est persuadée que c'est sa dernière nuit et qu'elle va mourir, elle veut aller en soirée pour pécho des mecs et qu'elle a sa première expérience sexuelle et tout. Euh, c'est un peu facile, enfin c'est pas que c'est facile, mais il y a un côté regard bourgeois en plus qui fantasme un peu une vieille France, de voilà, on va reproduire une esthétique parfaite années 60, voilà, on- où du coup on va un peu toucher du doigt ces sujets qui sont en général filmés de manière extrêmement sensuelle, qui parlent clairement de sexualité, et là c'est le cas aussi, mais vraiment, le film est quand même extrêmement pudique, et pourquoi pas, hein. Mais je veux dire, la sensualité en soi, on la ressent pas du tout. Et du coup, bon, il y a un côté, je trouve, fantasme un peu vieille France, un peu bourgeois, un peu facile sur cette adolescente qui s'ennuie et qui n'a rien de mieux à faire que de s'imaginer voilà, ces histoires de vampires et la manière dont ça peut l'éveiller à la sensualité et à la sexualité. Mais du coup, sans qu'il y ait la moindre sensualité dans le film. Voilà, je trouve pas ça, je trouve qu'il y a un côté vraiment. Alors, même si le film n'a pas de thune, il y a un côté film de riche, un peu, je trouve, si vous voyez dans l'intention ce que je veux dire un peu. Même si, encore une fois, moi, on est tout à fait dans le genre d'univers qui me parle. Il y a une diapo sur laquelle l'héroïne est éclairée comme Morticia dans. Alors, attends. De quelle diapo tu parles? Peut-être l'occasion, justement, de changer de diapo. Celle-ci, peut-être. Voilà, parce elle est maquillée, effectivement, avec des yeux charbonneux. Mais. Mais oui, elle, du coup, évidemment que l'héroïne, elle va complètement recycler un type de look un peu gothique, un peu voilà, classique, on va dire, classiquement gothique, à la Morticia, du coup, potentiellement. Voilà, donc ça, c'est un peu les choses qui me dérangent avec le film et qui font que je comprendrais très bien qu'on n'adhère pas du tout à ce film de genre très à la française, euh, qui se vend comme du genre et qui en fait n'en est presque pas, si ce n'est voilà, utiliser un vernis genre un peu facile qui n'est vraiment que prétexte à fantasme un peu bourgeois. Euh,
avec un ton extrêmement autorisant, encore une fois, dans cette manière de rajouter du grain à son image pour que ça fasse très années 60, à changer la direction de ses acteurs, en plus du coup Françoise, mais aussi parce que c'est une ado, hein, et comme Léonie d'Avant la mort le fait très bien, avec toujours ses paupières à demi baissées, elle a un regard extrêmement hautain, voilà, du coup ça fait un peu, bon, c'est vraiment la caricature de films de genre à la française, autorisant, avec pas aussi, comment dire, pas aussi fou que le Vourdalac, mais c'est quand même suffisamment différent du genre, enfin pas du genre justement, mais du cinéma mainstream pour se démarquer, pour avoir l'impression d'apporter vraiment quelque chose de nouveau, et c'est vrai, et c'est cool. Mais bon, on est sur quelque chose, sur une tentative timide, on va dire, un peu confortable, j'ai envie de dire. Là où le Vourdalac, par exemple, prenait beaucoup plus de risques. Là, le film prend des risques, encore une fois, parce que c'est pas facile de vendre un film qui a à ce point-là pas de thunes et qui le montre et qui l'utilise. Mais je trouve ça quand même moins fou, on va dire, que quelque chose comme le Vourdalac. Et c'est vraiment ce que je disais dans ma critique, c'est à mi-chemin entre Twilight et le Vourdalac, donc ça veut dire un grand écart absolument gigantesque, mais on est vraiment, voilà, c'est une histoire de petite romance adolescente, mais vue à travers des yeux autorisants, francisants, voilà. Et c'est très, en fait, ce que je disais aussi dans ma critique, c'est en fait, c'est un peu la boum, parce qu'on est vraiment sur un personnage un peu comme celui de Vic, qui pense que sa vie, tout le bonheur de sa vie dépend à la possibilité ou non d'aller à une fête, et du coup aux histoires d'amour qui vont potentiellement se jouer là-bas, mais version gothique, quoi. Version un peu meuf dark. C'est complètement ça. Mais pourquoi pas. Et donc, j'en viens quand même à revenir sur les points positifs du film, parce que moi, c'est vraiment un film que j'aime. Hein. J'ai trouvé beaucoup de points positifs. Ce que j'ai trouvé vraiment vachement bien dans ce film, excusez-moi, c'est la manière dont on représente euh, justement les fantasmes d'un personnage adolescent, et dont on représente le point de vue de Françoise avec un premier degré, pour le coup, même si le film ne se prend pas au sérieux sur plusieurs aspects. Là, on va avoir une manière de parler en fait des fantasmes de Françoise, donc qui est persuadée que parce qu'elle a rêvé qu'elle mourrait, qui est persuadée qu'il ne lui reste plus qu'une nuit à vivre, et qui va tout faire en fonction de ça, et qui va être over-dramatique sur plein de choses, qui va être capricieuse, qui va être autocentrée, qui va être égoïste, qui va être hautaine, un peu méprisante, et avant tout dans la priorisation et l'étude de ses propres sentiments, et de l'attirance qu'elle peut ressentir pour tel ou tel personnage, ou la séduction qu'elle peut dégager, ce genre de choses. Et en fait, euh, ça va donner lieu à plein de situations et de moments qui pourraient être hyper cringe, qu'ils sont d'ailleurs éventuellement. Et on se dit, putain, mais quelle énorme drama queen, genre tout ça pour ça, vraiment, d'un petit caprice de merde, on va partir sur l'idée que elle va mourir, qu'elle va foutre le feu à une église et ce genre de choses. Et en fait, le truc, c'est que le film, à aucun moment, ne se moque de ce genre de situation. Et on est vraiment dans l'idée que, bah, en fait, oui, ce personnage est une adolescente, mais en fait, son cerveau fonctionne comme ça, et il n'y a pas de problème à ça. C'est pas une moins bonne façon de fonctionner qu'un cerveau adulte. Et en fait, moi, ça m'a vraiment replongée dans une époque, justement, où j'étais à la Légion, justement, et où j'étais plus jeune. Bon, j'étais plus tout à fait adolescente, mais j'étais plus jeune. Où, moi, il y a une époque, par exemple, c'est un peu personnel, mais je pense que c'est utile pour alimenter ce que je dis sur le film, que je vous le dise. À une époque, à la Légion, quand j'étais en prépa, parce que j'ai fait la terminale, l'hypocagne et la cagne, quand j'étais en hypocagne, à un moment donné, j'étais en dépression, parce que l'hypocagne, et j'étais à la fois, mon cerveau jeune, donc au sortir de l'adolescence, et en même temps en dépression, faisait qu'à cette époque, j'étais persuadée, j'avais réussi à m'auto-persuader avec je ne sais quel chemin de pensée, de superstition, de rêve, de quoi, que j'étais censée être morte, que j'aurais dû mourir l'année d'avant, et que si rien n'allait dans ma vie, et si rien ne se goupillait comme j'avais envie, et si j'avais l'impression de ne pas exister dans le monde en dehors de mes impressions, de mes sentiments, etc., c'était parce que j'étais pas censée faire encore partie, être encore sur la surface de la Terre, et que j'aurais dû ne pas être là. Et que c'était pour ça que j'arrivais pas à m'insérer dans le monde et à être heureuse. Et, euh, et en fait, maintenant, quand je repense à ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais con, c'est pas possible, mais j'allais vraiment pas bien, c'est vraiment... en plus, encore une fois, j'étais déjà adulte, hein, j'avais 20 ans, donc vraiment, quand j'y repense maintenant, mais je me dis, oh là 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 là, n'importe quoi, et puis
ça me cringe de ouf de repenser à ça, de me dire que mon cerveau a fonctionné comme ça, de cette manière. Et donc en plus, j'étais dans ce genre d'établissement un peu manoir, un peu château, où vraiment il y avait des fenêtres de couloir qui donnaient directement sur la basilique, enfin sur les toits de la basilique de Saint-Denis, bâtiment gothique par excellence, hyper beau avec des rayons de lune la nuit et tout. Genre, vous voyez le genre, hein, franchement, moi j'étais à fond. La nuit, je sortais dans les couloirs pour aller me planter devant les fenêtres et regarder les rayons de lune. Euh, Éclairer le bâtiment et les contreforts gothiques de la cathédrale, et gna gna gna. Bon, j'étais à fond dans ce délire comme vous pouvez l'imaginer, mais du coup, en fait, c'est la première fois que je vois un film qui parle d'adolescence et qui parle réellement de cette manière de fonctionner qu'on a quand on a cet âge-là. Qui fait que c'est pas une question d'âge. Après, je pense que malgré tout, moi, c'est vrai que quand j'avais cet âge-là, j'avais l'impression que je resterais toujours comme ça. Et en fait, la vérité, c'est que c'est pas qu'on se perd, mais c'est qu'il y a d'autres choses qui viennent rééquilibrer notre personnalité au bout d'un moment. Et aussi le fait que la vraie vie, au bout d'un moment, tous les problèmes professionnels, financiers qu'on peut rencontrer, tout ce qui va avec les responsabilités en grandissant, font qu'on n'a plus, au bout d'un moment, on n'a plus la place dans notre cerveau et dans notre vie pour laisser continuer à se développer tout ce type de rêverie, de fantasmagorie, qu'elle soit positive ou négative, quoi. Donc en fait, c'est la première fois que moi je vois un film qui me parle d'adolescence, mais qui me parle d'adolescence d'une manière que je trouve réelle et que je comprends, et qui va pas avoir du tout un regard ni condescendant, ni moqueur, ni fantasmé sur ce qui se passe dans un cerveau d'adolescent, et qui va réellement parler du fait que bah oui, en fait, à cet âge-là, on peut rêver qu'on va mourir un soir et être persuadé, mais full persuadé le lendemain, que c'est effectivement le dernier jour qui nous reste à vivre, et le vivre de manière nonchalamment passionnée, un peu comme l'a fait Françoise. Et voilà, et le film à aucun moment n'est dans la moquerie de ça, mais va plutôt en chercher, sans du tout contourner les aspects cringe que ça peut avoir, et drama queen et un peu ridicule par moment, voilà, va complètement embrasser ça plutôt que de le contourner, et va en rechercher du coup la poésie et la beauté. Et être vraiment dans l'acceptation totale de ce genre de mécanique, et du coup ça j'ai trouvé ça fou, parce que en dehors de toutes les considérations qu'on peut avoir sur le côté un peu bourgeois du film, ou ses qualités esthétiques ou quoi, c'est ça que moi je retiens, que je trouve fou, cette manière de dire, de représenter de manière extrêmement authentique, même si c'est très maniéré, il y a beaucoup de maniérisme dans le film, mais parce que, encore une fois, on réfléchit comme ça quand on a cet âge-là, quand on est dans ce genre de délire un peu dark, un peu gothique et tout, de représenter ça pour ce que c'est, avec toute la part d'immaturité et de ridicule que ça a, mais de l'assumer complètement, et ouais, d'en faire le centre de son histoire, et de se mettre complètement à ce point de vue. Et le film n'a à aucun moment un regard d'adulte sur ce que pense et sur ce que fait une adolescente, mais va complètement se mettre à son niveau et explorer ça en full premier degré. Donc c'est hyper drama queen, c'est hyper cringe, mais vraiment en mode c'est comme ça, et il y a zéro jugement là-dessus, et on en retient ce qu'il y a de beau et de poétique. Et du coup j'ai trouvé ça hyper bien, hyper difficile à faire, mais à ce niveau-là, je trouve que le film est vraiment assez brillant. C'est un aspect du film, ça veut pas dire qu'il a pas, que ça annule les défauts dont j'ai parlé, mais à ce niveau-là, je l'ai trouvé brillant. Pardon, j'ai un peu oublié de lire ce que vous aviez écrit. Euh, Très joli make-up, oui. Non, j'ai pas brûlé de chapelle, j'avoue. Je n'ai pas brûlé de chapelle. Pas encore. Et a priori, non, ça n'ira, je ne le ferai pas. Euh, Cerveau pas mature et sous pression, c'était pas étonnant. Oui, bah. Ouais. Euh... Délire mère, t'as de la peine pour celle que j'étais quand j'étais plus jeune, mais non, t'inquiète pas, écoute, franchement, il y avait beaucoup plus à plaindre que moi. Enfin, ce qui est d'une des raisons d'ailleurs à l'époque qui faisait que je parlais très peu de ce qui n'allait pas, parce que je trouve que je me sentais pas légitime à ne pas aller bien, surtout que voilà, j'étais dans un établissement prestigieux et tout, mais t'inquiète pas, tout va bien, mais c'est gentil. Hein. Pardon. Excusez-moi. Ouais, du coup, la dépression, ça fait vraiment penser les choses n'importe comment. Je me suis rendu compte que après, bien après en être sorti, des chemins de pensée que ça fait prendre qui sont complètement absurdes. Mais bon. Mais du coup, voilà, ce film en parle clairement, même si l'héroïne n'est pas spécifiquement en dépression, même s'il y a des choses qui peuvent s'en rapprocher, mais voilà, je trouve que le film l'aborde de manière aussi originale que subtile et que authentique, ce qu'on voit assez rarement. Délirium, tu dis, ça me rappelle l'épisode de la saison 7 de Buffy. Oh mon dieu. Ma coloc avec qui je regarde Buffy ici me surveille, je ne vais pas lire ce message. On n'en est pas encore à la saison 7. Est-ce que j'ai pu échanger avec le réalisateur ? Non, je n'ai pas eu le plaisir de le rencontrer, mais ce serait avec plaisir à l'occasion, effectivement. Ce serait avec grand plaisir.
parce que ça m'intéresserait de parler avec tout ça, de tout ça avec lui. Je sais pas à quel point c'est voulu de sa part, à quel point c'est l'aspect qu'il a privilégié dans le film, à quel point il l'a réfléchi, mais ça au final peu importe, hein. L'œuvre elle parle sans son réalisateur, mais moi je serais curieuse de le rencontrer à l'occasion. Oui, c'est son premier long métrage qui. Euh, Non mais Spooky, je ne réagis pas à la question de Buffy, comment dire, ça fait longtemps que j'ai commencé Buffy, c'est juste que comme je suis rarement, que je le regarde avec ma coloc, et comme ça fait longtemps comme je suis rarement là, en fait, c'est vraiment par petits bouts, donc on avance au compte-gouttes dans la série, et voilà. Même commentaire que pour Wessera, c'est pas parce que ça n'existe pas que ça n'a pas un impact pour la personne qui le vit. Oui, absolument, et c'est vraiment ce que dit le film, complètement. C'est pas parce que tout ça, ça se passe. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans la tête de Françoise, le fait que le mec soit potentiellement un vampire, mais en fait pas tant, et tout ça. C'est en fait ce qui compte, c'est le chemin que ça va lui faire parcourir à elle, et la manière dont elle le prend au premier degré, même si effectivement c'était pas sa dernière nuit, même si c'était pas un rêve prémonitoire, etc. La manière dont elle ressent les choses n'en est pas moins vraie. Et le film assume ça totalement. Euh, Salut Genolab. Oui, absolument, c'est un petit rendez-vous très agréable avec ma coloc, absolument. La photographie est très très belle. Ce que je parlais du fait, voilà, de l'utilisation du grain des couleurs enfin oui, tout ce qui fait très années 60 quoi. Là notamment sur cette capture d'écran on voit vraiment le grain, mais l'esthétique très particulière vous vous en rendrez mieux compte en voyant le film. Enfin du coup je sais pas s'il y a quand même parmi vous des gens qui l'ont vu, mais on s'en rend mieux compte du coup en mouvement que à travers des photos. Voilà. Et donc nous allons passer à la dernière partie de ce live consacrée à When Evil Lurks. Voilà. Donc, avant de passer à. Ouais, elle a un très beau manteau vert, effectivement. On va faire gagner les dernières places. Donc, ça va être 3 questions. Parce que, après, on va parler de When Evil Lurks. Et il faut que les gens qui gagnent des places et qui n'ont peut-être pas envie de se faire spoiler When Evil Lurks puissent aller le voir, du coup, et profiter de leur place gratuite sans s'être fait spoiler. Donc. Alors, nous allons partir sur une série de 3 questions. Première question, encore une fois, la première personne qui répond dans le chat a gagné. Ne répondez que si vous avez réellement envie de gagner les places, que vous voulez en profiter pour aller voir When Evil Lurks au cinéma. Donc, la voici. Dans Luigi's Mansion, qui est le boss de la suite pharaonique? Stream que nous avons vécu ensemble dans la douleur. Ce passage-là. Oui, Mister HS, absolument. Cléopâtre, c'est Cléopâtre. Bravo. Bravo à toi, tu remportes 2 places pour aller voir When Evil Lurks. Et je répète, comme tout à l'heure, que je vous demanderai, je vous écrirai ensuite pour recueillir vos coordonnées et pouvoir les envoyer à Shadows pour qu'il vous envoie vos places. Bravo Mister HS, bravo à toutes les personnes qui savaient. Voilà. La caméra lag? Ah bon? Est-ce que je lag? J'ai pas l'impression de laguer. Bon. Hop. Donc ça, c'était une première question. J'ai voulu donner la réponse, mais je suis retenue en disant juste je sais. Oui, j'ai bien compris, Robo Sensei. Donc, bravo. Nous allons passer à l'avant-dernière question, avant-dernière chance de gagner des places pour When Evil Lurks. J'espère qu'il y a encore suffisamment de personnes dans le chat qui ont envie de gagner des places. Alors, dans Resident Evil 4, quel est l'animal qui nous aide à vaincre le troll? Autre stream vécu ensemble dans la douleur. Quel animal nous aide à vaincre le troll? Sachant que c'est un animal dont j'ai beaucoup subi les pièges. Il y a des pièges destinés à cet animal un peu partout dans le jeu, et je me les suis systématiquement pris, tous. Non, Netza et Salvador Allende, c'est pas exactement ça. Oui, Delirium Bear, bravo, c'est un loup, absolument. Absolument, bravo.
Je note ton nom. Mais ça va faire plein de gens qui vont partir voir When Evil Lurks, c'est trop bien ça. Bravo, bravo, bravo. Dernière question. Attention, attention, attention. Dans Vampire humaniste, recherche suicidaire consentant, quel est le traumatisme initial de l'héroïne? Raconter en stream, et peut-être aussi que les gens qui ont vu le film, tout simplement. Ah bah, ceux qui ont déjà des places, ils auraient eu la réponse. Non, Salvador Allende. C'est pas ça. Si c'est trop dur, je changerai de question. Quelqu'un, le traumatisme vraiment qui est genre en intro du film Vampire humaniste, recherche suicidaire consentant. Sinon, je cherche à une question de backup que je pourrais vous poser. Ah, il y a plein de gens qui savent. Qu'est-ce que je pourrais vous poser d'autre? Je cherche une question sur Tomb Raider du coup. C'est pas ça, Netza. C'est suite à ça plutôt. Enfin, suite aux conséquences de ce traumatisme, on va dire. Je cherche une question sur Tomb Raider, ça sera peut-être plus facile. Très drôle, Spooky. Est-ce que quelqu'un sait? Ça peut être la question backup. On change de question. Qu'est-ce qui apparaît dans mes lunettes? Les lunettes que je porte pendant les streams Tomb Raider. Mes lunettes holographiques qui représentent... Il y a un symbole qui apparaît dans chacun des verres. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas encore fait le majordome Netza. Oui, bravo Iwon. Bravo. Tu as gagné. Tu as gagné tes places pour aller voir When Evil Lurks. Hop. Je note ton nom. Bravo, bravo, bravo les gagnants. Ah, tu savais même pas? Et c'est quoi ces personnes qui suivent pas mes streams Tomb Raider là? Bravo. Bah écoute, j'espère beaucoup à tous les gagnants et gagnantes que le film vous plaira. Voilà, à partir de maintenant, on va parler du film. Donc, vous pouvez très bien considérer que le fait d'être spoilé ne gâchera pas votre plaisir à le voir, mais vous pouvez aussi considérer que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler et auquel cas, quittez ce stream maintenant. Voilà. En tout cas, bravo. Donc, maintenant, pour parler de When Evil Lurks, c'est un film qui est réalisé par Demian Rugna. Je ne sais pas exactement comment prononcer son nom. C'est un film argentin, c'est un metteur en scène argentin. Ah pardon, Salvador Allende, le traumatisme dans Vampire humaniste, c'est qu'en fait, à sa fête d'anniversaire, ses parents invitent un clown pour faire le spectacle, et qu'en fait, au bout d'un moment, quand il a assez fait son spectacle, sa famille le tue en fait et le mange devant la gamine, devant l'héroïne alors qu'elle est petite, parce que en fait les vampires c'est à la fois le divertissement et à la fois leur repas tout simplement, et que du coup elle ça la traumatise et qu'après elle refuse du coup de manger des gens, de sucer le sang des gens. Très bien, mais écoutez, Madouk, Kimou, Iwen et tout, bonne soirée. Ah c'est gentil Iwen, comme ça laissera une vue sur le stream. Très drôle de ça. Et oui, Salvador Allende, écoute, je te conseille le visionnage de ce film à l'occasion. Bref, bonne soirée à ceux qui partent du coup, et nous on va continuer donc sur When Evil Lurks. Donc encore une fois, film argentin réalisé par Demian Rugna, qui est sorti l'année dernière en Argentine et aux États-Unis, et qui n'arrive chez nous que depuis mercredi dernier. Et donc c'est l'histoire. Tiens, j'ai pas noté le résumé de l'histoire. Attendez, je vais vous le lire tout de suite. D'accord, c'est parce qu'il n'y en a pas ici. Je
pourrais vous le faire moi-même, mais comme j'ai tendance à oublier les noms des personnages et tout, j'ai peur de dire des conneries. Voilà. Donc, résumé halluciné. Après avoir découvert un cadavre mutilé près de leur propriété, deux frères apprennent que les événements étranges survenant dans leur village sont causés par un esprit démoniaque qui a élu domicile dans le corps purulent d'un homme. Le mal dont souffre ce dernier ne tarde pas à se répandre comme une épidémie, affectant d'autres habitants de la région. Ouais, il y a très peu de détails sur l'histoire là, mais oui, les diapositives, pardon. Voilà, on parle de ce film-là. Donc, alors là, beaucoup de choses à dire sur ce film, qui a été une très bonne surprise pour moi. J'avais un peu peur parce que je savais que Mathieu l'avait beaucoup aimé, mais je savais aussi que c'était un film très dur et très gore par plein d'aspects. Et je m'étais dit, bon, si c'est encore le genre de film qu'aime Mathieu, qui est encore dans la surenchère de gore, un peu pour le spectacle du gore, je suis pas contre ça. Il y a des choses dans ce style-là que j'aime beaucoup, c'est une part importante de l'horreur et il n'y a pas de souci en soi, mais ça fait quand même rarement les films qui me passionnent le plus. Donc, bon, j'avais un peu peur d'être laissée sur le bas-côté. Et en fait, pas du tout. J'arrive. En fait, pas du tout. C'est un film que j'ai trouvé hyper intéressant. Non, c'est pas si Mathieu aime, j'aime pas. Il y a plein de choses qu'on aime. On a plein de goûts en commun. Et je trouve que ses avis, de toute manière, même sur les films qu'il aime et moi pas, sont toujours hyper intéressants. Et allez lire sa critique du film. Mais voilà, je sais que en termes d'horreur, on n'a pas toujours les mêmes préférences. Clairement, moi, La Morsure, voilà, j'ai vraiment aimé. Je suis pas sûre qu'il aimerait. Lui, il est très Terrifier, moi pas. Enfin, bon, voilà. Euh, Donc c'est un film dans lequel on retrouve les acteurs, alors moi je les connaissais pas honnêtement, je les ai pas vus ailleurs, mais donc du coup des acteurs argentins, Ezequiel Rodriguez et Demian Salomon. Et c'est un film qui a remporté le prix du meilleur film au Festival international du film fantastique de Catalogne, qui est quand même un assez gros festival, et le prix de la critique et le prix du public à Gérard Armé en 2024. Donc c'est un film qui se fait un vrai nom dans le milieu dans la niche cinéma de genre cinéma d'horreur. Et pour cause, c'est vrai que c'est un film qui frappe très fort, aussi bien en termes de thématiques abordées que des images très. Enfin, que du gore, en fait, tout simplement. C'est un film qui est très dur. Alors, c'est pas du tout le film le plus. Si vous êtes très amateur de gore, vous aurez déjà vu bien pire. Beaucoup plus, en tout cas, beaucoup plus visible, beaucoup plus ostentatoire à l'écran. En revanche, si vous n'êtes pas tant habitué, ça peut vous paraître très dur. C'est un film qui va à fond dans le dégueulasse, enfin, qui va un peu repousser les limites de ce qu'on peut montrer de choquant à l'écran. Pas, encore une fois, pas tellement dans le détail du gore, parce qu'on a déjà vu des films plus gore, mais plutôt dans le fait que, donc je suis désolée parce qu'on va direct arriver sur les spoilers, mais dans le fait qu'il y a beaucoup en fait, de morts d'enfants, mais notamment aussi de parents qui tuent leurs enfants sous l'influence d'une emprise démoniaque. Et en fait, à plein de moments dans le film, je me suis dit, parce qu'il commence direct avec du gore, donc on sait à ce niveau-là, mais donc ça commence avec deux personnes qui trouvent un cadavre découpé dans la forêt, un cadavre d'homme. Donc jusque-là, bon, alors ok, on voit des boyaux et tout, un peu bon, classique film d'horreur, on trouve un cadavre d'adulte découpé dans la forêt, bon, c'est un peu dégueu, mais voilà. Et en fait, petit à petit, plus ça va aller, plus le film va vraiment franchir des étapes dans ce qui va se permettre de décrire comme situation qui sont dégueulasses et choquantes, mais d'une manière qu'on ose finalement assez rarement montrer dans le cinéma de genre. Bien sûr qu'il y a des films d'horreur qui vont aller, surtout des films en général plus indépendants, plus confidentiels, qui vont oser aller dans des trucs aussi choquants et dégueux, mais c'est pas si souvent, et surtout c'est rarement aussi bien utilisé, je pense. Et donc là, après cette découverte macabre dans la forêt, on a quand même un moment où du coup, les personnages arrivent dans une maison où il y a cette première personne qui est un peu le patient zéro, on va dire, du démon, qui porte un démon en lui, qui demande à naître, mais qui du coup a nécrosé un peu tout son corps. Et donc on est sur un corps absolument dégueu, suintant de partout, plein de boursouflures et tout, dont ils vont essayer de se débarrasser. Mais alors c'est une situation vraiment répugnante, parce que du coup, on sait pas encore si cette personne a vraiment un démon en elle, donc ce type qui est allongé sur ce matelas, qui est là à pourrir. D'ailleurs, il l'appelle le pourri, ça s'appelle un pourri. Donc un type qui porte un démon en lui.
qui attend de naître, et donc il est là, posé comme un gros tas de chair nu sur ce lit, vraiment tout plein de fluide, et on sent que, même rien qu'à l'image, on voit qu'il pue, qu'il y a une odeur insupportable dans cette pièce. Vraiment, tout est fait pour le rendre absolument dégueulasse, et il le porte, mais il le porte vraiment comme un sac de chair, alors que il est vivant, quoi. Il est vivant, il est conscient, il demande à être tué, mais il est conscient, et il le porte, mais vraiment, mais comme dans un drap, parce qu'il faut pas qu'il le touche pour pas se faire contaminer. D'ailleurs, au départ, on se dit que c'est n'importe quoi, puis en fait, le film nous dira que si, ils avaient raison, parce qu'ils sont réellement contaminés par le démon par la suite. Mais ils le portent dans un drap, donc vraiment comme si c'était un morceau de viande ou un animal mort dont il fallait se débarrasser. Ils le mettent à l'arrière de leur camionnette, dans l'idée de le laisser, de le dump vraiment en bordure de forêt, loin de chez eux, et de s'en débarrasser comme ça. Alors que, encore une fois, on est sur un être vivant, quoi, qui demande certes à mourir, mais voilà. Et donc on est sur une image globalement glauque et dégueulasse. Et donc, ok, mais ça reste entre adultes. Et la scène d'après, où en fait le héros cherche à sauver son ex-femme, son nouveau mari, et surtout leurs enfants de la possession démoniaque qui menace de se répandre dans le village. En fait, il y a une scène où ils sont en train de s'engueuler parce que son ex-femme, qui a donc déjà demandé une injonction d'éloignement de son ex-mari, se retrouve à lui qui est en train de se changer chez elle. Il est à poil, ça impressionne les enfants, il sait pas ce qui se passe, donc il s'engueule. Lui, il est en train de commencer à parler de possession. Elle, évidemment, elle le croit pas, enfin, elle veut juste qu'il parte de chez elle, voilà. Et en fait, en background de cette dispute, il y a le chien de la famille, qui est genre un gros chien avec une grosse mâchoire et tout, qui se met à bouffer la gamine parce ils ont une petite fille qui est genre mignonne et tout. Attendez, je vais vous mettre la diapositive d'ailleurs. Voilà, enfin c'est pas la diapositive de la scène gore, je vous rassure. Donc on a ce chien qui en fait saute sur la gamine et commence à lui mordre le visage et la tête. On voit pas, je vous rassure, on voit pas énormément de détails, mais ça reste globalement explicite dans ce qui se passe, et il la secoue dans tous les sens. Enfin, c'est évident que le chien a complètement massacré la gamine. Et ensuite, il traîne son corps, il la traîne en dehors de la maison, et les parents sont euh, comment dire, horrifiés bien sûr, et ils vont partir à sa recherche, et à la recherche du chien qui doit avoir la gamine quelque part. Et en fait, du coup, la gamine, comme elle a été, en fait, le chien a été possédé, donc il a contaminé la gamine, donc elle revient vivante et sans aucune blessure, alors qu'on sait qu'en vrai elle est morte, mais justement parce qu'elle a été possédée. Mais du coup, à ce moment-là, au moment où le chien vraiment on passe en fait, on pense vraiment que la situation est relativement normale. On est sur une dispute d'adultes qui, bon, il y en a un qui croit à la possession, l'autre pas, bon, assez classique. Nous, on sait pas encore de quel côté se situe à ce niveau-là, mais où tout à coup, en premier plan, on a le chien qui jusque-là avait l'air parfaitement gentil, qui est assis à côté de la gamine, qui est assise à côté de lui, qui le regarde normal, qui tout à coup saute sur elle et vraiment lui mord le visage. Là, on sent, en fait, avec le frère, du coup, de la gamine qui est en train d'assister à la scène et qui est en train de hurler à côté. Et la scène dure longtemps, hein. Et à ce moment-là, on se dit, ok, là, le film passe un level qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Et je suis pas en train de dire que c'est trop cool de voir des enfants se faire massacrer à l'écran tout le temps. C'est pas du tout ça le sujet. Mais en tout cas, là, parce que moi, je trouve que le film a un véritable propos par rapport à ça. Mais du coup, là, il passe vraiment un niveau, on va dire, d'horreur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est pas inutile, et c'est vraiment intéressant la manière dont c'est mis en scène. Et donc, en fait, tout au long du film, on va avoir affaire souvent à des enfants qui, effectivement, sont victimes du démon qui a été, comment dire, dont on a déclenché un peu les effets à cause des adultes, et qui vont se retrouver, en fait, traqués pour certains, et donc massacrés pour d'autres. Où je suis désolée pour les descriptions un peu détaillées, un peu dégueulasses, encore une fois, spoiler alerte, hein, mais on a aussi, du coup, la scène où la mère de cette gamine, finalement, est morte aussi pour des questions de possession. Elle s'est faite écraser par son mari, enfin bon, voilà. Elle revient à la vie, comme toutes les personnes qui sont possédées, une fois qu'elles sont mortes, voilà, elles reviennent à la vie sous une forme qui est plus ou moins crédible, on va dire. Et donc, elle vient enlever le grand frère de cette gamine, mais qui a genre, le grand frère, il a 7 ans, on va dire, peut-être. Et donc, son père l'avait pris pour s'enfuir avec lui. Et donc, pendant qu'il a le dos tourné, l'espèce de zombie de cette mère vient récupérer le gamin, et elle part avec lui. Et le frère du héros part en voiture à sa recherche, à sa poursuite, pour essayer de sauver le gamin. Et au moment où il retrouve, et là la mise en scène est assez folle, parce qu'on est dans la voiture, la caméra est dans la voiture avec le héros, et
petit à petit, on arrive dans un plan assez classique sur la route. Alors, j'ai pas d'illustration de cette scène-là en particulier, mais on arrive sur la route, en fait. Donc voilà, on est avec lui au départ. Et on a un plan qui est large où, en premier plan, on est au ras du bitume. On a les pieds de la mer, du coup, qui sont un peu tout tordus et tout, qui marchent vers la caméra. Et en arrière-plan, il y a la voiture avec les phares qui arrivent. Plan assez classique pour annoncer que la personne, le conducteur de la voiture, arrive jusqu'à un obstacle, on va dire, enfin une personne en tout cas qui se trouve sur la route, mais la manière dont la caméra va ensuite accompagner son regard pour nous faire comprendre ce qu'il va voir au moment où il roule à côté de la mer, il a la fenêtre qui est baissée, il roule assez lentement parce qu'il essaye de voir ce qu'elle a fait du gamin, et quand on voit les pieds de la mer, on voit qu'il y a genre un peu du sang qui coule et qu'elle fait des bruits chelous. Donc on commence à se douter que ça se passe pas bien. Et la voiture, la caméra passe de profil à l'intérieur de l'habitacle. On suit le regard du coup du frère qui dépasse la mer assez lentement. Et du coup, là, la mère, elle est de profil, elle continue de marcher, elle fait pas gaffe à la voiture. Et là, on voit ce qu'elle est en train de faire, mais c'est suggéré à l'image. Du coup, à la fois, c'est très clair, on comprend exactement ce qui se passe, et en même temps, ça passe rapidement et c'est un peu dans l'ombre. Donc, c'est à moitié suggéré, mais elle est vraiment en train de bouffer le gamin. Mais c'est-à-dire que vraiment, elle lui fourre la tête dans le crâne et elle va chercher son cerveau pour manger dedans, quoi. Et c'est vraiment. Alors qu'on espérait, comme jusque-là, on nous avait un peu construit la relation du père, donc le héros, avec le gamin. Et on pensait vraiment que l'objectif du père, ça allait être de sauver ce gamin, que c'était l'objectif du film, que c'était à ça qu'on allait se raccrocher en fait. Et en fait, parce qu'au départ, ça commence un peu vraiment comme un film hollywoodien, un peu la guerre des mondes, de genre on est sur une famille recomposée où en fait le père il a plus vraiment de lien avec ses enfants, dont il a jamais réellement assumé de s'en occuper. Voilà, et là, à cause de la catastrophe, ils perdent leur mère et du coup il va être obligé d'essayer de les sauver et donc du coup ça va les réunir et ils vont pouvoir reformer une famille et voilà il y aura un happy ending et tout. En fait on pense vraiment que ça va partir là-dessus et même moi j'étais saoulée, je me disais j'en peux plus de ce modèle ultra américain là, et en fait pas du tout parce que vraiment les gamins se font massacrer et vraiment dans des images où on se dit là on laisse zéro place au tout, hein. C'est vraiment ils sont morts de chez morts et dans des conditions absolument atroces. Et du coup, la manière dont le film va sans cesse déjouer nos attentes pour nous dire non, non, je sais très bien ce que tu pensais, mais en fait, je vais complètement prendre le chemin inverse et en plus, je vais te faire vomir au passage, ben, je trouve ça assez balèze en fait. Et on y reviendra, mais encore une fois, si le film fait ça, pour moi, c'est pour avancer des propos assez intéressants, donc c'est pas complètement gratuitement, c'est pas complètement gratuit. Encore une fois, il faut avoir le cœur bien accroché, mais c'est pas, on n'est pas dans la complaisance du gore pour la complaisance du gore du tout. On est vraiment, en plus c'est jamais amusant. Le film est jamais drôle, il va toujours dans des extrémités, mais c'est jamais en mode grand spectacle, en mode la foire à la saucisse, on va toujours plus loin dans le gore et qu'est-ce qu'on rigole et pipi caca et compagnie. Non, là c'est vraiment en fait c'est horrible ce qui se passe et c'est filmé comme étant un truc horrible sans que la caméra aille chercher vraiment du détail, hein, dans le gore et tout, on n'en est pas à ce niveau de vomitif, mais du coup voilà, moi j'aime bien cette approche de en fait on se permet de raconter des choses horribles mais on les raconte comme quelque chose d'horrible et on n'attend pas en fait que ce soit du divertissement pur, on va dire des choses avec, voilà. Non, le père et le beau-père finissent pas ensemble, Delirium Bear, parce que le beau-père il meurt aussi. Mais oui, la scène est très forte, c'est clair, Salvador Allende. Donc en tout cas, moi, déjà, au début, le film, il m'en a mis plein la vue à ce niveau-là, quoi. Vraiment, je me suis dit, ok, il va très loin, parce que même dans les films gore de genre et tout, encore une fois, qui ont un minimum de choses à dire, c'est quand même rare que la ligne rouge du massacre, et surtout du massacre aussi explicite, et... comment dire, explicite et indifférencié, on va dire, des gamins et franchi, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais dire sur le film. Déjà, je trouve ça assez balèze, encore une fois, parce que ça sert pas à rien. Voilà, et en plus les acteurs sont excellents. Franchement, les acteurs sont vraiment très bons. Ça c'est plutôt cool. C'est très bien interprété, donc ça permet de rajouter évidemment enfin, d'apporter de la crédibilité à tout ce qui se passe et vraiment comment dire, une dimension dramatique vraiment puissante. En plus, la photographie est vraiment plutôt jolie. Je pense que vous vous en rendrez compte avec les images que je vous montre. Voilà. Après, il y a aussi, du coup, enfin ça va dans la droite lignée de ce que je suis en train de vous dire, il y a vraiment un côté désespéré total au film. C'est-à-dire, je sais pas si parmi vous il y en a du coup qui l'ont vu,
Mais à la fin, ça se termine mal. Ce que je vous dis sur les enfants, en fait, et le fait qu'ils vont pas réussir à reformer une famille unie, voilà, même recomposée, à la fin, il reste encore un enfant au héros, qui est du coup aussi un enfant qui a un retard de développement comme... c'est ça, c'était retard de développement? Ou qu'est-ce que recorrige-moi, Spooky, si je m'en rappelle plus. Voilà, qui en tout cas, voilà, ok, tu me confirmes, donc retard de développement, qu'il a avec lui, et qui jusque-là, donc, est un enfant qui est plus âgé, mais qui n'a pas la capacité de s'exprimer clairement, on va dire, avec des mots et tout. Et à la fin, du coup, le père réussit a priori à sauver ce gamin, et au moins on se dit, il lui reste un fils qu'il a réussi à sauver, bon voilà, c'est déjà ça. Le démon, certes, est en liberté parce qu'il a réussi, il a pas du tout réussi à l'arrêter, le père, le démon a réussi à naître à partir du corps, du coup, du mec pourri dont ils essayaient de se débarrasser au début, parce que le héros rate tout ce qu'il entreprend, et en fait, ça aussi, ça rajoute au côté désespérant, en fait, c'est que le héros, il entreprend tout pour sauver les gens et pour essayer de rattraper la situation dont il est un peu fautif au départ, et il n'y arrive jamais, en fait. À chaque fois, tout rate. Et on n'est pas habitué à ça, en fait, au cinéma. Et à la fin, quand on se dit, ok, c'est vraiment la merde, mais au moins, il a son fils, et ils vont pouvoir peut-être se trouver un petit coin tranquille, et juste s'aimer en tant que père et fils, et c'est cool, et c'est mignon. Mais en fait, non, parce qu'à la fin, il s'aperçoit que ce fils est lui-même possédé depuis le début, et qu'en fait, il a mangé la mère du héros, donc la grand-mère. Voilà, à un moment donné, à un stade du film, on n'est plus très sûr de où elle est, elle a un peu disparu, on ne sait pas trop pourquoi, et on voit qu'effectivement elle avait été laissée seule avec cet enfant a priori inoffensif, mais qui à un moment donné, effectivement, quand il est seul avec elle, se met à parler tout à fait normalement et ne plus afficher aucun des symptômes de son retard de développement. Et donc à la fin, le père voit que ce gamin saigne de la bouche, et il va chercher dans sa bouche ce qu'il y a, et il commence à tirer des cheveux, des cheveux, des cheveux. Alors on en parlait l'autre jour un peu de comment dire, la redondance de l'image des cheveux qui sortent de la gorge au cinéma, mais bon, là c'est toujours aussi dégueu, hein. Donc il y a du sang qui sort et tout, mais donc il tire des cheveux, et en fait jusqu'à tirer en fait le collier de sa mère. Donc en fait, on comprend que le gamin a mangé la mère, en fait, a mangé sa grand-mère, comme les autres démons ont mangé différentes personnes au cours du film, parce que voilà, il retrouve littéralement les cheveux de sa mère et son collier dans la gorge du fils. Et donc en fait, on comprend que bah non, le fils qui lui restait, il est tout autant possédé, et il va falloir s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre aussi. Donc ça se termine vraiment sur le héros qui est à genoux en train de hurler dans son jardin, qui comprend qu'il a tout raté et tout perdu, même ce qu'il avait de plus cher, tout court. Donc on est sur du désespoir total. Euh, Malgré tout, on n'a pas spécialement envie de se tirer une balle à la fin du film, parce que... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a un ton qui fait que on n'est pas non plus sur quelque chose de totalement... Enfin, on est sur quelque chose de totalement noir, mais pas totalement gris, j'ai envie de dire. Pas sur quelque chose de déprimant. Enfin, c'est déprimant dans l'histoire, mais... Je sais pas. C'est désespérant, mais c'est pas non plus un film qui va forcément vous abattre. Je sais pas avec quelle magie réussit à avoir un ton qui est pas trop plombant non plus. Mais en tout cas, voilà. Mais du coup, on est vraiment sur un film qui a une fin assez radicale. Non, en fait, tout ce à quoi vous êtes habitué à vous rattacher en termes de scénario, de petits bonheurs, des petites branches auxquelles on se raccroche pour se dire, bon, il y a toujours un peu une silver lining, quelque chose à quoi se raccrocher et à espérer qu'il y aura un bonheur futur. Là, non, on détruit absolument tout. Et donc à ce niveau-là, le film est vraiment radical dans sa narration, quoi. Et vous voyez l'état de la France, bah pire, hein, voilà. Euh, Et donc ça, vraiment, c'est aidé par le montage, qui va vraiment ménager un peu, comme je l'expliquais avec la scène de la gamine et du chien, ou de la révélation de la mère qui porte le gamin qu'elle est en train de manger pendant la voiture et tout. En termes de mise en scène et de montage, il y a vraiment du travail qui est fait pour spécifiquement ménager les effets avec lesquels on va vous dire non, 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 vous allez pas pouvoir vous raccrocher à ça, vous allez pas pouvoir, en fait, il faut oublier tout espoir. Et donc, le film travaille vraiment, il y a un vrai travail de surenchère et de mise en scène à ce niveau-là, pour vraiment euh, horrifier, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant, la manière dont c'est mis en place, dont c'est fait, tout simplement. Et donc, avec ça, j'ai envie d'en venir à ce que moi j'estime être le message du film, mais en fait, je sais pas. Peut-être qu'il faudra que je revoie le film, que je le laisse aussi mûrir plus longtemps, parce que j'ai vu il y a pas longtemps. J'ai eu l'impression de voir un message dans le film, mais je sais pas du tout si c'était l'intention du réalisateur. Ça, encore une fois, de toute manière, on peut pas du tout limiter un film à l'intention du réalisateur, donc c'est peut-être pas très grave. Mais je sais pas si du coup il y en a parmi vous qui l'ont vu et qui seraient d'accord avec ce message, ou qui auraient d'autres lectures à apporter.
Mais pour moi, ça parle, il me semble que ça parle justement de handicap et de la manière dont la société ne sait pas prendre en compte ces handicaps. Et ce qui me fait dire ça, il y a une scène en fait qui m'a paru à la fois jolie et un peu bizarre, c'est que il y a la fameuse grand-mère qui s'y connaît un peu en démons et en possession, excusez-moi, qui à un moment donné explique au héros que si le démon n'a pas contaminé, enfin non d'ailleurs c'est pas la grand-mère qui explique, c'est un autre personnage, mais qui explique que si le démon n'a pas encore contaminé justement son fils qui a un retard de développement, c'est... Ah non d'ailleurs, je me rappelle maintenant, c'est pas tellement qu'il a un retard de développement, c'est parce qu'il est autiste, ils disent. Même si c'est quand même représenté comme un retard de développement. C'est pas clair. Mais bref, dans le film, ils disent autisme en tout cas. Et donc ils disent que justement, s'il a pas réussi à en prendre possession, il a le démon en lui, ça se voit parce qu'il a genre les mains et les pieds tordus et tout, et en fait, c'est le démon en lui qui essaie de se faire une place, de se frayer un chemin dans son esprit, mais qui n'y arrive pas justement parce que son esprit ne fonctionne pas comme celui des autres. Et que du coup, voilà. Et du coup, je me disais, ah, c'est bizarre cette manière de bah, stigmatiser, c'est pas finalement le bon mot, mais un peu de pointer du doigt l'autisme comme étant quelque chose, en plus, une particularité de l'esprit qui fait qu'en plus, un démon peut pas le posséder, mais du coup, c'est bizarre la manière dont ça trace vraiment un trait, enfin, ça pose une différence entre les personnes non autistes et du coup, et les autistes, et en même temps, cette idée de parler, du coup, d'un esprit qui fonctionne pas de la même manière, au sein duquel le diable peut pas se frayer le même chemin que dans un autre esprit, je trouvais ça en même temps assez joli et intéressant. Euh, oui, Esdulums, bah déjà, bienvenue sur ce chat, et merci pour la confirmation. Euh, Alors là, j'ai très peur de la représentation de l'autisme d'un coup d'un seul. Bah, pareil Delirium Bear, en fait, j'étais un peu... Je me posais un peu de questions, et comme je suis pas une spécialiste de la question, je saurais pas dire. Dans le film, ils disent autisme. C'est vrai que moi, si le film le disait pas, j'aurais plutôt dit... Alors Luigi dit qu'on parle de troubles de neurodéveloppement, ce qui n'est pas un retard. C'est pas un truc à rattraper. Ah bah parce que du coup tout à l'heure Spooky disait que c'était pas trouble et que c'était retard. Je ne sais pas du coup, l'un des deux. Mais du coup en même temps voilà, en termes d'autisme il y a tellement de formes, un spectre tellement large et tellement de formes d'autisme que du coup je sais pas à quel point ça peut être fidèle à l'une de ces formes justement. Je ne sais pas. Mais du coup entre ça, ce personnage qui, évidemment, ça reste pas un personnage. Je veux dire, le film n'est pas du tout vu du personnage, du point de vue d'un personnage qui est autiste. Mais entre ça, plus le handicap pour le coup, qui est beaucoup plus physique du type, donc qui est considéré comme le pourri au départ, qui ne peut pas se déplacer, qui est dans son lit, qui est en train de se nécroser, etc. La manière dont il est vraiment traité comme un morceau de viande pourri pour le coup par les autres personnages, je trouve qu'il y a un côté, il me semble qu'il y a une sorte de discours sur la manière, en fait, les horreurs que mène à commettre et à subir une société dans laquelle, en fait, ce genre de différence est associé, en fait, à de la possession. Parce qu'à une époque, évidemment, que ce genre de trouble était justement complètement, mais à une époque beaucoup plus moyenâgeuse, enfin pas forcément le Moyen-Âge, mais en tout cas beaucoup plus antérieure, où évidemment ce jeu, enfin pas toujours si antérieur d'ailleurs, mais où évidemment ce genre de trouble était associé complètement à de la possession. J'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo sur Sawain, sur ma chaîne YouTube, au sujet des Changelings. Mais du coup, là, pour moi, il y a un peu un parallèle. Après, c'est peut-être parce que juste après avoir vu le film, j'ai vu passer des tweets un peu sur des horreurs que se prenaient des personnes. Enfin, je veux dire, sur Twitter, j'ai croisé des gens dire des choses absolument horribles à des personnes handicapées, mais des choses extrêmement déshumanisantes que j'ai absolument pas compris. Et du coup, pour moi, ça parle. Il m'a semblé voir un message sur la déshumanisation des personnes non valides. J'ai eu cette impression. Peut-être que je me plante. Mais moi, j'ai vraiment eu l'impression, du coup, quand j'ai fait ce parallèle entre les horreurs que je voyais passer sur Twitter et de me dire, mais en fait, comment est-ce qu'on arrive à un stade où des êtres humains peuvent dire ce genre de choses, d'une cruauté et d'une déshumanisation totale à d'autres êtres humains, en toute connaissance de cause. Ça m'a évoqué quelque chose d'horrible et de répugnant qui m'a vraiment fait penser au film et à la manière dont, en fait, il y a un mal qui va se répandre du coup déshumanisation à travers la possession et en plus ensuite l'allégeance que les enfants ils vont avoir vis-à-vis du démon, etc. Qui est causé par la manière en fait euh, dont on traite en fait les personnes qui... Bon, c'est peut-être un peu, je sais pas, c'est peut-être un peu
simpliste comme discours ou quoi, et encore une fois, peut-être que je serais la seule à voir ce message dans ce film, mais pour moi, en fait, il y a quand même une récurrence des personnages qui sont non valides ou qui sont dépendants des autres, qui fait que je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre leur situation et les horreurs en fait auxquelles sont poussés les gens, soit quand ils sont encore humains, soit quand ils sont sous leur forme possédée. La manière dont ils abusent, comment dire, donc, littéralement, ils vont se nourrir des enfants, entre autres. Je sais pas, pour moi, j'y ai vu un parallèle qui m'a semblé évident au moment de voir le film. En tout cas, l'horreur dont parle le film, pour moi, ça m'évoquait vraiment la déshumanisation qu'on voit beaucoup en ce moment envers les personnes non valides. C'est peut-être un pur fantasme de ma part, mais en tout cas, moi, c'est pour ça que le film m'a parlé, c'est comme ça que le film m'a parlé, et c'est à travers ça que j'ai eu l'impression qu'il avait un vrai propos et que toute son imagerie gore, en fait, parlait de cette violence-là. Et ça m'a semblé, du coup, très intéressant. Alors, Luigi, tu nous dis, on entend aussi ces propos dans le monde médical. Ah, pour TSA, d'accord. C'est notre représentation de l'humanité qui est remise en question. Oui, absolument, mais je trouve. Delirium Merde, tu dis, je dirais comment moi je reçois le message après la séance de regardure. Du coup, ouais, absolument, je serais très curieuse Delirium Merde, du coup, si au prochain stream, quand tu l'auras vu, hésite pas, enfin, je sais pas si tu l'auras vu au prochain stream, mais en tout cas, la prochaine fois que tu viens et que tu l'auras vu, hésite pas effectivement à dire si. Voilà, peut-être que j'ai été complètement biaisée encore une fois, parce que moi j'ai eu un prisme à ce moment-là qui m'a été imprimé par les choses que j'ai vues passer sur les réseaux sociaux à ce moment-là, mais quand même, la récurrence des personnages, encore une fois, dépendant des autres dans le film, ça veut dire quelque chose. Et aussi, pas que pour les personnes non valides, d'ailleurs, ça vaut aussi pour les enfants, parce qu'à un moment donné, il est dit que les enfants sont attirés par le mal, et c'est vrai que le démon, si au bout d'un moment il prend forme, s'il réussit à naître au monde et à vaincre le héros à la fin, c'est grâce à l'aide des enfants, qui sont un peu ses apôtres, on va dire. Et il y a vraiment l'idée du coup de personnes, encore une fois, dépendantes des adultes, qui sont soit ignorées, soit maltraitées, parce que le héros, donc comme je le disais, c'est quelqu'un qui au départ s'occupait très mal de ses enfants, et qui même à un moment donné, il est révélé qu'a priori, il avait envisagé le fait de se suicider avec ses enfants, enfin de tuer ses enfants et de se suicider, ce qui est un schéma extrêmement classique des féminicides en général, ou pas que des féminicides, mais des pères du coup qui se font quitter et qui tuent leurs enfants par vengeance vis-à-vis de leur mère. Le film détaille pas à quel point c'était ça l'intention du héros ou pas, mais du coup il y a pour moi il y a ce discours évident en fait de parler des horreurs que subissent les personnes qui dépendent des adultes en fonction de bah ouais de leurs actions et bah tout ce que ça peut d'avoir d'horrible et de déshumanisant. Et qu'est-ce que je veux dire à ce niveau-là? Oui, l'idée que les enfants sont attirés par le mal, euh, je pense que j'ai encore besoin de réfléchir à cette réplique, parce que je pense que c'est vrai que les enfants qui euh, en fait, les enfants, ils sont très spontanés dans tout, ils sont très premier degré dans tout ce qu'ils font, et du coup, ils sont souvent aussi très cruels. Enfin, souvent, arrivés au collège, mais même avant d'ailleurs, hein, les plus petits que ça, sont parfois extrêmement cruels. Et du coup, le fait qu'ils sont attirés par le mal, est-ce que c'est que du coup, ils ont une facilité à vouloir réaliser cette part d'eux-mêmes quand justement ils sont pas encadrés par des adultes, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont influençables, ou je ne sais pas. Je sais pas exactement ce que le film essaie de dire par rapport à ça, mais ça m'a intéressé. Et moi, ça m'a fait penser encore une fois le discours que moi j'y vois sur les personnes non valides, ça m'a beaucoup rappelé, parce qu'il y a des scènes du film qui m'ont rappelé ça, une séquence quand j'étais au collège m'a vraiment horrifiée, à laquelle je repense très souvent, parce que je regrette beaucoup de ne pas avoir fait quelque chose à ce moment-là. Mais dans le collège où j'étais, il y a un enfant, enfin, qui a le même âge que moi, quoi, qui avait pour le coup, du coup, un retard de développement, alors un retard ou un trouble du développement, qui était très net, du coup, il était très mal intégré. Et en fait, il était très souvent moqué. Alors, il était plus ou moins dans la même cour que nous, mais du coup, déjà, moi, en tant que personne valide, enfin, ouais, valide, j'étais globalement mal intégrée au collège et je le vivais très mal. Lui, vraiment, pour moi, ça devait être l'enfer de vivre le collège avec lui. Enfin, quand je voyais la cruauté des gamins à cet âge-là, enfin, c'était terrible. Et à un moment donné, on était en glace de neige. Et il y a un type en particulier, mais ses potes aussi, dont de temps en temps, enfin qui se privait pas de me bully un peu de temps en temps, mais bon, pas si pire non plus. Mais bref, à un moment donné, ce type s'est adressé donc à cet élève qui avait un trouble du développement et lui a dit. D'abord, il lui a dit une méchanceté, je crois. Puis il a dit mais non, viens dans mes bras, que je t'embrasse ou un truc comme ça. Puis il a ouvert ses bras. Et l'élève qui avait un trouble de développement, il était tellement content d'avoir un geste d'affection et de vraiment penser que quelqu'un voulait être son pote et voulait l'intégrer,
il s'est jeté dans ses bras, mais genre il était trop content, vraiment, il avait un sourire sur son visage, c'était voilà. Et au moment où il s'est approché, bah, l'autre, qui lui tendait évidemment un piège, l'a violemment poussé, mais vraiment violemment poussé, en lui disant ah mais vas-y dégage, plutôt embrasser une merde, tu vois. J'étais en cinquième, je crois. Vraiment, ce moment, en fait, moi j'ai rien fait déjà parce que les bras m'en tombaient, mais aussi parce que je pense que j'avais un peu peur parce qu'encore une fois c'était des mecs qui s'en prenaient aussi parfois à moi. Mais j'y repense très très souvent. Et vraiment, c'est vous dire si un jour j'ai envie de retrouver ce type et de lui péter sa gueule. Mais parce qu'en plus j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. Hein, parce que vraiment, vraiment, je me dis un jour il faut que je lui dise, il faut que je fasse quelque chose parce que ça m'énerve. Et évidemment, lui il a l'air de très bien gagner sa vie et d'être absolument intégré dans la société, d'être très de droite. Mais mais en fait, vraiment, tout ce que ça m'a inspiré comme horreur à ce moment-là, enfin l'horreur de cette scène et ce que ça m'a inspiré, m'a vraiment rappelé la violence du film au centre de laquelle sont justement placées des personnes dépendantes, que ce soit des personnes non valides ou des enfants. Euh, c'est pour ces différentes raisons que j'ai l'impression que le film tient un discours là-dessus et que c'est un discours intéressant. Je dis pas qu'il est parfait, je dis pas qu'il est pas maladroit sur certains aspects, mais voilà, j'ai globalement trouvé le film très fort, aussi bien dans sa radicalité, euh, ouais, enfin dans sa radicalité de propos, de ton, de la manière dont il va déjouer toutes nos attentes pour vraiment nous mettre plus bactères et en même temps nous apprendre des choses, et aussi de ce qu'il fait à l'image et le travail de montage encore une fois pour construire cette tension et cette surenchère du gore, mais qui est vraiment, qui pour moi est justifiée, qui construit réellement quelque chose et qui est pas de la simple foire à la saucisse quoi. J'ai trouvé ça, voilà, c'était vraiment une bonne surprise. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, je dis pas que c'est le film de ma vie ou quoi, du tout, mais je trouve qu'il vaut vraiment le détour et que si vous avez le cœur bien accroché et que ça peut vous titiller, vraiment allez-y. Surtout que je suis d'autant plus curieuse du coup d'avoir vos retours. Voilà. Oui, bah écoutez, je veux bien que vous m'aidiez à le retrouver et qu'on lui fasse la peau, écoute, tous ensemble. Voilà, si jamais d'ailleurs par je ne sais quel miracle, il tombe sur cette vidéo, peut-être qu'il se reconnaîtra. Voilà, sache que le jour où je t'ai fait tomber dans la rue, c'est toujours une source de grande satisfaction aujourd'hui pour moi. Voilà. Euh, bref, parce que ça m'est arrivé du coup de le faire tomber dans la rue. Bref, bref, voilà. En gros, ce que j'avais envie de vous dire sur ce film et sur ces trois films. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres petites photos à vous montrer? Ah oui, j'avais pas montré les photos avec du sang. Bon, il y a un peu de sang, mais il y en a beaucoup plus que ça dans le film, je vous rassure. Euh, Enfin, pour ceux qui viendraient pour ça, du coup. Mais en tout cas, vraiment, super casting. Très très bien interprété comme film, c'est hyper rafraîchissant d'avoir un film, du coup, d'une nationalité qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir. Enfin, on n'est pas, évidemment qu'il y a du cinéma argentin, bien sûr, mais on n'en est pas non plus submergé ici. Et donc d'avoir un film qui vient, qui est du cinéma argentin, qui est aussi radical dans son propos, qui est aussi bien ficelé, qui a vraiment une très belle image et surtout une mise en scène vraiment, vraiment maîtrisée et tout, c'est... Ouais, c'est très bonne surprise pour moi et je trouve qu'il mérite complètement voilà, ses prix et le fait qu'on en parle pas mal et tout. Donc, mais le point de vue que j'ai dessus ne demande qu'à être étayé par les vôtres. Hein. Donc n'hésitez pas effectivement à m'en reparler quand vous l'aurez vu. Spooky, tu dis je vais... Ah, tu l'as revu. Ah, mais donc tu l'as déjà vu. Mais t'as pas détaillé ton avis, je crois, dans le chat, si. Je sais pas si tu y as pensé, mais le posséder au début, dont on veut se débarrasser comme une poubelle, ça va dans ton sens. Oui, complètement, oui, si, si, c'est ce que je disais, le fait que vraiment ce soit quelqu'un qui soit totalement dépendant des autres et qui demande même en plus qu'à mourir, en plus ça renvoie sur les discours de mort assistée qu'on a en ce moment, qui sont, je pense, à prendre vraiment avec des pincettes, parce que autant ça fait longtemps qu'on peut réclamer le droit à mourir dans la dignité, autant la manière dont le gouvernement macroniste nous pose ça plutôt comme une solution pour se débarrasser en fait des personnes qui sont pas adaptées à un certain mode de vie, axé sur le travail notamment, c'est très effrayant. Et donc oui, complètement, là, au début, en fait, ce qui est montré, ce qui est caractérisé comme quelque chose d'horrible et de démoniaque, donc ce personnage du pourri en plus qu'ils appellent le pourri, c'est vraiment en fait traiter un être malgré tout humain et conscient comme de la merde, quoi, vraiment. Enfin, vraiment, devant lui, ils disent qu'il pue et tout, qu'il faut pas le toucher. Enfin, il y a quelque chose de 100% déshumanisant qui est complètement là-dedans, quoi. À chaque fois que t'en parlais dans les streams précédents, je disais que c'était un chef-d'œuvre. Ah, d'accord, excuse-moi, Pookie. Ah, d'accord, Spooky. Ah oui, donc toi, tu l'as vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ok, trop bien. Ok, bah, excuse-moi, j'ai un peu zappé. J'ai vraiment apprécié le film, tu nous dis, de Lums, mais habitant à la campagne, ma salle ne le passe qu'en VF et l'interprétation en prend un coup, du coup. Ah, c'est possible. Mais très bonne impression générale. Ok. Il y a Pookie dans le sas. Désolée, je suis fatiguée. Non, bah écoute, mais en plus, ça me.
ça me conforte dans mon idée quand même, comment dire, positive. Voilà, le fait qu'il y ait d'autres personnes qui l'aient aimé et tout. Parce que j'ai pas parlé de ce film avec tant de gens que ça. Au moins, tu sais que Judith t'écoute pas, mais oh si, bien sûr, c'est juste que vous êtes nombreux et vous êtes actifs, et c'est très cool, mais du coup, je peux pas tout retenir. Mais du coup, oui, est-ce que vous avez, les personnes qui l'ont vu, Spooky et Zdulums et autres, est-ce que vous aviez vu un petit peu la même chose? Est-ce que ce que je vous dis, ça vous semble faire sens? Est-ce que, ou alors, au contraire, est-ce que vous aviez des interprétations totalement différentes, ou pas d'interprétation? Voilà. Mais pour moi, on est quand même sur un film qui semble trop bien construit et trop profond, entre guillemets, pour être vraiment dans le pur délire gratuit de genre ils vont tous mourir et ça va être gore et voilà quoi. C'est pour ça que moi j'ai vraiment l'impression que, surtout à travers la caractérisation assez précise de ces personnages secondaires, encore une fois non valides et ou dépendants des autres, qui fait que pour moi ça peut pas être anecdotique quoi. Delirium Mère, tu dis concernant l'assistance à mourir, les personnes handy ont la possibilité de mourir dignement. Maintenant, on aimerait bien qu'on nous donne aussi celle de vivre dignement avant d'envisager cette possibilité. Voilà, exactement. Parce que ça, c'est beaucoup plus difficile comme par hasard. Alors, Doolums, tu nous dis sur le moment, j'y ai pas pensé du tout, mais ton interprétation fait sens. Ok. Spooky, tu dis, j'y avais pas particulièrement pensé, mais quand tu l'as dit, les 3 quarts du film vont dans ce sens, donc tu dois viser pas loin du centre. Après, encore une fois, de toute manière, que ce soit voulu ou pas, que le réalisateur l'ait pensé ou pas, peu importe, parce que l'œuvre, elle parle sans lui. On peut pas réduire. Le principe de l'art, c'est que tu peux pas réduire une œuvre au cerveau d'une seule personne, fût-ce le cerveau de son créateur ou de sa créatrice. Donc, moi, ça m'intéresse presque plus de savoir si pour vous, effectivement, ça fait sens, parce que si moi j'y vois quelque chose qui était censé y être ou pas, mais en tout cas, si moi je le vois et que c'est à peu près étayé et que ça fait sens pour d'autres personnes, ça veut dire que cette chose est effectivement présente dans cette œuvre, que ce soit intentionnel ou pas. Mais du coup, voilà, si pour vous ça semble faire sens, c'est qu'effectivement, mon interprétation doit être à peu près valable, que ce soit celle qui était voulue ou pas. Donc ça me rassure, merci. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. En plus, on arrive à la fin des 2 heures de stream. Donc, je sais, j'ai pas encore posté le planning. Je sais, c'est parce que j'attendais qu'il y ait des choses qui se confirment. Il est très probable que mercredi soir, ce soit du Tomb Raider. Et que vendredi soir, je fasse une partie de Content Warning en coop avec Nathalie et Sonia LWU. Mais je vous reconfirmerai tout ça, je vous en reparlerai. C'est pour ça que j'ai pas encore posté de planning, c'est parce que les choses se sont pas confirmées de tous les côtés. Donc voilà, mais ça va arriver. Alors du coup, peut-être pas de Luigi's Mansion cette semaine, parce que j'ai envie de... Comme je risque de consacrer un autre stream à un jeu que je joue pas d'habitude pour faire de la coop avec les filles, du coup, je dois faire une croix cette semaine sur un de mes jeux, et je préfère garder Tomb Raider plutôt que Luigi's Mansion, mais on terminera Luigi's Mansion bientôt, bien sûr. En tout cas, vous serez évidemment tenus au courant de ça sur les réseaux, et sur mon agenda Twitch. Alors, Salvador Allende, tu dis, une œuvre parle d'elle-même, c'est sûr. En plus, il n'y a pas que le réalisateur seul qui prend des décisions sur un film. Oui, certes, absolument. Non, avec plaisir, Robo Sensei, merci à vous d'avoir été là. Ah, désolé Luigi, oui, tant de programmes le mercredi, effectivement. Ouais, mais... Parce que tu peux pas être là le mercredi, toi, du coup. Mais je fais d'autres jours aussi. Mais oui, effectivement, le mercredi, c'est un soir c'est beaucoup de dire qu'il est pratique pour moi, mais en tout cas, bon, comme je peux pas streamer le jeudi soir, c'est vrai que ça fait déjà un soir en moins, et que du coup, le mercredi, il passe souvent si je veux à peu près alterner dans la semaine et pas tout streamer d'un coup, voilà. C'est con, il reste qu'un stream à Luigi's Mansion, ouais, je sais. Mais ça dépend. Si par exemple, Geoffrey m'a pas encore répondu, s'il est pas dispo mercredi, peut-être que du coup je privilégierais Luigi's Mansion plutôt que de faire Tomb Raider et d'attendre que Geoffrey puisse revenir pour Tomb Raider. Peut-être. Je vous reconfirmerai. Encore une fois, c'est pour ça que je n'ai rien publié, pour être sûr que. Voilà. Ah oui, c'est le mercredi que t'as théâtre. Écoute, en même temps, c'est une bonne raison. Voilà. Bref, les gens qui nous regardent sur YouTube, qui regardent le replay sur YouTube, n'hésitez pas à venir follow sur Twitch, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi avec ma situation actuelle de faire du contenu sur Twitch, et comme vous le voyez, j'essaye de continuer à faire du contenu cinéma, entre autres, donc n'hésitez pas à venir follow, et venir voir les... C'est très bien de regarder les replays, hein, mais de venir regarder les lives et pouvoir participer et alimenter la discussion, c'est très bien aussi. Bref, merci beaucoup infiniment à tout le monde, je vous dis à très bientôt, très bonne soirée, et bisous.